La mère célibataire voulait juste protéger ses enfants de la pluie. Elle a engagé un homme simple pour réparer le toit de la maison. Elle ne savait pas qu'il était un millionnaire déguisé en ouvrier. Ce qu'il a fait après la tempête a choqué tout le monde. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil se couchait à l'horizon du Coin des Fleurs, un quartier modeste en périphérie de Paris, lorsque Louise Mercier griffonna un bout de papier de ses doigts tremblants. Besoin de quelqu'un pour réparer le toit avant l'orage de vendredi. Paiement à négocier. Le message était direct, sans fioriture, tout comme son existence l'était devenue ces dernières années. Veuve à 34 ans, Louise élevait seule son fils Pierre, 10 ans, tout en s'occupant de sa mère, Madame Cécile, qui vivait entre de rares moments de lucidité et de longues heures perdues dans ses propres souvenirs. La maison où il vivait était le dernier héritage de son père, une vieille bâtisse qui, comme elle, semblait lutter pour rester debout. Louise colla le billet sur le tableau d'affichage de la boulangerie de Monsieur Antoine, dernier espoir avant que les nuages sombres qui s'accumulaient à l'horizon n'apportent plus que de l'eau dans sa vie déjà compliquée. Dans l'épicerie voisine, faisant légèrement tournoyer un verre de vin coûteux, Henri Moreau observait l'activité de la boulangerie à travers la fenêtre. Ses yeux fatigués captèrent le geste rapide de cette femme. Il y avait quelque chose dans sa détermination qui l'intriguait. Il n'appartenait pas à cet endroit. Son costume italien, même sans cravate et avec les boutons supérieurs défaits, trahissait qu'il était loin de son habitat naturel. « Autre chose, monsieur ?» demanda le vendeur, interrompant ses pensées. Henri paya le vin et d'une impulsion traversa la rue en direction de la boulangerie. Quand il lut le billet, quelque chose d'inexplicable le poussa à arracher le papier du tableau et à le mettre dans sa poche. Peut-être était-ce le destin, peut-être simplement l'ennui d'un homme qui ne savait plus quoi faire de sa propre vie. Le lendemain matin, alors que Louise préparait le petit déjeuner de son fils avant l'école, elle entendit frapper à la porte. De l'autre côté se tenait un homme grand, mal rasé, portant des vêtements trop simples pour la montre coûteuse qu'il tentait de cacher sous sa manche. « Bonjour, j'ai vu votre annonce pour le toit, » dit-il, avec une politesse qui ne correspondait pas à ses vêtements de travail. Louise hésita, analysant l'étranger. Il n'était pas courant que des hommes comme lui apparaissent dans des quartiers comme le sien. « Vous travaillez dans la rénovation ?» demanda-t-elle, méfiante. « J'ai travaillé toute ma vie dans la construction, » répondit-il, sans mentir. « Complètement. Je peux jeter un œil au problème ?» Elle acquiesça, encore incertaine, mais sans beaucoup d'options. Les prévisions annoncèrent des pluies torrentielles pour le week-end, et le devis d'un entrepreneur officiel était hors de question. « Maman, c'est qui ?» Pierre apparut à la porte, curieux du visiteur. « Un monsieur qui est venu voir le toit. »« Mon chéri, je m'appelle Henri, » se présenta-t-il, tendant la main au garçon qui la serra avec la formalité de quelqu'un qui essaie de paraître plus âgé. « Je suis Pierre. Vous allez réparer notre maison ?» Henri sourit, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois. « Si votre mère le permet, je vais essayer d'aider. » Ce que Louise ne savait pas et ne pouvait pas imaginer, c'est que l'homme qui montait maintenant prudemment pour examiner son toit cassé avait déjà dirigé la construction de gratte-ciel. Propriétaire de Moreau Construction, l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, Henri était en fuite, non pas de la justice, mais de lui-même, après qu'un scandale de corruption orchestré par ses propres associés éternit son nom et l'ait éloigné de tout ce qu'il avait construit. Sur le toit, Henri diagnostiqua rapidement le problème. C'était simple pour quelqu'un avec ses connaissances, bien que complexe pour le portefeuille de Louise. Pourtant, quelque chose le poussa à rester et à aider. Peut-être était-ce l'opportunité d'utiliser ses mains à nouveau, de construire, au lieu de simplement signer des papiers. Ou peut-être était-ce le regard honnête de cette femme, si différent des regards intéressés auxquels il était habitué. « Je peux commencer aujourd'hui même », annonça-t-il en descendant. « J'ai quelques outils dans ma voiture et je peux aller chercher le matériel nécessaire. »« Combien cela va-t-il coûter ?» demanda Louise, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Nous pourrons négocier plus tard. L'important est de commencer avant qu'il ne pleuve. » Tandis qu'il sortait chercher le matériel, Madame Cécile apparut dans le salon appuyée sur sa canne. Ses yeux, encore brillants malgré la confusion mentale, se fixèrent sur la silhouette d'Henri à travers la fenêtre. « Qui est cet homme, Louise ?» demanda-t-elle avec une lucidité surprenante. «
Quelqu'un qui va réparer le toit, maman. » La vieille dame hocha la tête, comme si elle savait quelque chose que sa fille n'avait pas encore perçu. Il a des yeux tristes, comme ceux de ton père quand il est revenu de la guerre, des yeux de quelqu'un qui a vu le monde s'effondrer, mais qui croit encore qu'il peut le reconstruire. Louise embrassa sa mère, surprise par ce moment de clarté. Si seulement elle avait su combien les paroles de la vieille dame étaient vraies, peut-être aurait-elle fermé la porte à Henri ce matin-là. Mais le destin, avec son ironie implacable, avait déjà commencé à tisser les fils qui uniraient ces deux vies si différentes et si désespérément en besoin de salut. Dans les bureaux de Moreau Construction, à des kilomètres de là, Vincent Aragon relisait pour la 10e fois les documents qui incriminaient son ancien associé. Le plan avait parfaitement fonctionné, écarter Henri, prendre le contrôle de l'entreprise et maintenant négocier avec le conglomérat chinois qui voulait entrer sur le marché français. Tout était parfait, à l'exception d'un petit détail. Personne n'arrivait à trouver Henri pour qu'il signe le transfert final des actions. Nous avons fouillé tous les hôtels de luxe, contacté amis et familles. Il a simplement disparu, informa Renée, son assistante et amante. Vincent sourit confiant. Il va réapparaître. Henri ne peut pas rester loin du pouvoir très longtemps. Ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'est qu'à ce moment précis, le puissant homme d'affaires qu'il avait trahi était en train de porter des tuiles sur le toit d'une maison modeste, plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Les jours suivants apportèrent une étrange routine à la maison des Mercier. Henri arrivait tôt, travaillait sur le toit pendant la journée, déjeunait avec la famille et, parfois, aidait Pierre avec ses leçons de mathématiques avant de partir. Au crépuscule, à sa surprise, il découvrit qu'il dormait mieux que ces dernières années, dans la petite chambre louée d'une pension voisine. Par un après-midi particulièrement chaud, alors que Louise étendait du linge dans la cour, elle remarqua Henri, parlant au téléphone à voix basse. Des mots comme « actionnaire » et « audit » parvinrent à ses oreilles, réveillant la méfiance qui s'était endormie ces derniers jours. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-elle quand il raccrocha, la confrontation inévitable arrivant enfin. Henri hésita, mais quelque chose dans ses yeux l'empêchait de continuer à mentir. « Je ne suis pas seulement un travailleur du bâtiment, Louise. J'ai un passé compliqué. »« Vous fuyez la police ?» demanda-t-elle, la peur grandissant dans sa poitrine, non pas pour elle-même, mais pour Pierre, qui commençait déjà à admirer cet étranger. « Non, » répondit-il fermement. « Je fuis des trahisons, des personnes en qui j'avais confiance et qui ont détruit tout ce que j'avais construit. Mais je ne suis pas un criminel, je ne l'ai jamais été. » C'était une demi-vérité, suffisante pour ce moment, mais insuffisante pour calmer le cœur de Louise, qui avait appris de la manière la plus dure à ne pas faire confiance facilement. « Terminez le travail jusqu'à demain et recevez votre paiement. Après cela, je préfère que vous ne reveniez pas, » dit-elle, les mots sortant plus durement qu'elle ne l'avait voulu. Cette nuit-là, alors qu'une pluie fine commençait à tomber sur le toit nouvellement réparé, Louise n'arrivait pas à dormir. Il y avait quelque chose chez cet homme, quelque chose qui l'intriguait et l'effrayait dans la même mesure. Pierre aussi était agité, triste à l'idée de ne plus voir son nouvel ami. « Pourquoi Henri doit-il partir, maman ?» demanda le garçon, pendant le dîner. « Parce que son travail est terminé, mon chéri. Mais il m'a dit qu'il allait m'apprendre à faire une maquette de l'école. » Louise soupira, le cœur serré. Comment expliquer à un enfant que le monde des adultes était plein de complications, de demi-vérités et de risques qui ne valaient pas la peine d'être pris? Le lendemain matin, Henri arriva plus tôt que d'habitude. Il y avait quelque chose de différent dans son comportement, une nouvelle détermination. Lorsque Louise ouvrit la porte, il tendit une enveloppe. « C'est le reçu du matériel que j'ai acheté et de la main-d'œuvre. Je ne veux pas de paiement. » Louise fronça les sourcils, confuse. « Tout travail mérite salaire. Alors considérez que j'ai déjà reçu plus que je ne méritais. Votre confiance, même brève, l'admiration de Pierre, les déjeuners de Madame Cécile, certaines choses n'ont pas de prix, Louise. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voiture noire se gara devant la maison. Un homme en costume en descendit et marcha résolument vers eux. « Henri Moreau ?» appela-t-il la voix autoritaire. « Nous devons parler. » Le monde de Louise sembla tourner. Moreau, comme le propriétaire de l'entreprise de construction qui apparaissait fréquemment dans les journaux? Elle regarda Henri.
la compréhension arrivant enfin. « C'est vous, Henri Moreau, le milliardaire ?» Henri acquiesça légèrement, les yeux fixés sur le nouveau venu. « Que voulez-vous, Tournier ? La police fédérale a tout découvert, Henri. La fraude a été exposée. Vincent et ses complices ont été inculpés ce matin. Vous aviez raison depuis le début. » Les pièces commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Louise. Les nouvelles qu'elle avait vues sur un scandale impliquant une grande entreprise de construction. L'homme d'affaires qui avait disparu. L'homme réservé qui réparait son toit avec la précision d'un « maître ». « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demanda-t-elle quand ils furent à nouveau seuls, le représentant légal attendant discrètement dans la voiture. « Parce qu'ici, dans cette maison, avec vous, je n'étais pas Henri Moreau, l'homme d'affaires. J'étais simplement Henri, l'homme, et cela valait plus que n'importe quelle fortune. » Les yeux de Louise se remplirent de larmes, non pas de pitié, mais d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. C'était comme si, soudainement, un nouvel horizon s'ouvrait devant elle. « Vous devez partir, dit-elle finalement. »« Je dois, acquiesça-t-il. Mais si vous le permettez, j'aimerais revenir. » Dans les semaines qui suivirent, tandis qu'Henri reprenait le contrôle de son entreprise et travaillait à nettoyer son nom, la maison des Mercier reçut une rénovation complète. Pas seulement le toit, mais chaque coin qui avait besoin d'attention. Louise refusa initialement, mais finit par accepter quand Henri expliqua que ce serait un projet pilote pour un programme social de sa fondation. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite provoquée par un billet désespéré s'était transformé en quelque chose de plus profond. Deux âmes brisées qui, ensemble, découvraient qu'il était possible de reconstruire bien plus que des toits. Il était possible de reconstruire des vies entières. Par un dimanche après-midi, alors que Pierre jouait dans la nouvelle cour et que Madame Cécile se reposait sur la véranda rénovée, Louise trouva Henri contemplant le coucher de soleil. Dans ses mains encadrées se trouvait le billet jauni qu'elle avait laissé à la boulangerie. « Je garde ceci pour me rappeler que les meilleures choses de la vie viennent des endroits les plus inattendus, » dit-il. Louise sourit, prenant timidement sa main, et pour rappeler que tout le monde mérite une seconde chance, même les toits brisés. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce moment de paix ne serait que le début d'un voyage beaucoup plus tumultueux. Car tandis qu'ils reconstruisaient leur vie dans ce coin tranquille du coin des fleurs, des forces puissantes conspiraient pour les séparer à nouveau. Vincent Aragon n'accepterait pas facilement la défaite, et des secrets du passé de Louise, qu'elle croyait enterrés à jamais, menaçaient de refaire surface, testant non seulement leur nouvel amour, mais aussi tout ce en quoi elle avait appris à croire. Au loin, des nuages sombres se formaient à nouveau à l'horizon. Un nouvel orage approchait, mais cette fois le toit était prêt. La question était, leur cœur était-il également prêt à affronter ce qui allait venir? Au cœur de Paris, Vincent Aragon contemplait la ville du haut de son penthouse. Le cigare cubain entre. Ses doigts laissaient une traînée de fumée qui se mêlait à la brume de la nuit. À côté de lui, sur la table en verre noir, des manchettes de journaux annonçaient le retour triomphal d'Henri Moreau à la tête de l'entreprise. « Tu avais... » On dit qu'il était fini, se plaignit Christine, sa femme, se servant un autre verre de champagne. Et il l'était. Quelque chose l'a ramené. Ou quelqu'un, corrigea René, entrant dans la pièce avec une tablette dans les mains. Nous avons trouvé où il s'est caché ces dernières semaines, un quartier médiocre appelé Coin des Fleurs. Vincent fronça les sourcils intrigués. Et qu'y a-t-il là-bas à part la pauvreté? Une femme? René fit glisser son doigt sur l'écran, révélant des photos d'Henri aux côtés de Louise. Louise Mercier, veuve, un fils de 10 ans. Elle travaille comme responsable administrative dans une clinique médicale. Un sourire malveillant se forma sur les lèvres de Vincent. Intéressant. Il semble que notre ami ait trouvé un nouveau point faible. Christine se leva, ajustant sa robe coûteuse. Tu avais promis de mettre fin à cette obsession pour Henri, après qu'il ait signé le transfert des actions chinoises. Les promesses sont comme les contrats, ma chérie. Il y a toujours des clauses cachées. Le lendemain matin, alors que Louise préparait Pierre pour l'école, une correspondance inattendue arriva. Une invitation formelle à un dîner de bienfaisance de la Fondation Moreau adressée à elle. La carte, écrite à la main par Henri, disait simplement « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'aimerais que vous connaissiez mon monde, comme j'ai connu le vôtre. » Louise sentit son cœur s'accélérer.
C'était un trop grand pas, entrer dans l'univers des riches et puissants de Paris, si éloigné de tout ce qu'elle connaissait. Mais quelque chose en elle, quelque chose qui s'était éveillé depuis l'arrivée de cet homme mystérieux, la poussait à accepter de nouveaux défis. « Un problème, maman ?» demanda Pierre, remarquant son hésitation. « Aucun, mon chéri. Juste une invitation que je ne sais pas si je dois accepter. » D'Henri, le garçon sourit. « Il m'a promis de m'emmener voir un immeuble qu'il est en train de construire. Il a dit qu'il y a un héliport sur le toit. » L'enthousiasme de son fils ne faisait qu'augmenter son appréhension. Permettait-elle à Pierre de rêver d'un monde qui ne serait jamais le leur? Ou pire, utilisait-elle son fils comme excuse pour protéger son propre cœur fragilisé? À la clinique où elle travaillait, Louise avait du mal à se concentrer. L'invitation brûlait dans son sac comme un rappel que sa vie ordonnée était bouleversée par des sentiments et des possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées. Terre à Louise. Plaisanta Claude, sa collègue de travail. « Je t'appelle depuis 5 minutes. Le docteur Maurice veut les rapports du mois sur son bureau avant la fin de la journée. » « Désolé, je suis un peu distraite. »« Un peu? Tu es sur une autre planète? Et je parie que cette planète a un nom et un prénom. » Louise rougit, mal à l'aise face à la perspicacité de son ami. « Ce n'est pas ce que tu penses. Henri et moi sommes juste des connaissances. »« Des connaissances ?» Claude rit. « Je connais ce genre de connaissances. C'est le genre qui fait briller tes yeux comme je ne les ai pas vus briller depuis... Et... bien tu sais, depuis Charles. » Le nom non dit flotta entre elles comme un fantôme. Charles, le mari que Louise avait perdu si soudainement 5 ans auparavant. L'homme qui avait été son premier et unique amour jusque-là, le père de Pierre. « J'ai peur, Claude, » confessa-t-elle finalement. Peur de m'impliquer et de souffrir à nouveau. Peur de laisser Pierre s'attacher et après... « Et peur d'être heureuse, » compléta son ami prenant ses mains. « Mais as-tu pensé que peut-être Charles voudrait que tu continues d'avancer, que tu trouves quelqu'un ?» Les mots de Claude résonnèrent dans son esprit toute la journée. En rentrant chez elle, elle trouva Madame Cécile assise à la table de la cuisine, feuilletant un vieil album photo, une activité que les médecins avaient recommandée pour stimuler sa mémoire. « Regarde, Louise, » appela la vieille dame, pointant une photo jaunie. « Tu te souviens de ce jour? Ton père venait de monter cette balançoire dans la cour. Tu as dit que c'était trop haut, que tu avais peur de tomber. Et sais-tu ce qu'il a répondu ?» Louise sourit, le souvenir revenant clairement. Il a dit que parfois nous devons monter plus haut pour découvrir que nous avons toujours eu des ailes. « Exactement, » acquiesça Madame Cécile, avec une lucidité qui devenait de plus en plus rare. « Je pense qu'il est temps que tu découvres tes ailes. À nouveau, ma fille. » Ce soir-là, après avoir mis Pierre au lit, Louise répondit enfin à l'invitation. Un simple « oui », envoyé par message, qui fit battre son cœur comme celui d'une adolescente. La réponse vint presque immédiatement. « J'en suis heureux. J'enverrai une voiture vous chercher à 19h samedi. » Pendant ce temps, dans le luxueux bureau de Moreau Construction, Henri affrontait le scepticisme de son équipe juridique. « Vous êtes sûr de cela, monsieur ?» questionna Mendes, son avocat depuis plus de 2 décennies. L'entreprise est dans un moment délicat. Tout nouveau scandale, même personnel, pourrait affecter la confiance des investisseurs. Quel scandale pourrait surgir d'un dîner? De bienfaisance, maître? Vous savez bien de quoi je parle. La presse spécule déjà sur votre relation avec cette dame, une veuve de classe moyenne d'un quartier périphérique. Les actionnaires sont nerveux. Les Chinois observent chacun de vos pas. Henri sentit la colère monter en lui. Les mêmes actionnaires qui n'ont pas levé le petit doigt quand Vincent a essayé de me détruire. Les mêmes Chinois qui ont négocié dans mon dos. Les affaires sont les affaires, monsieur. Les sentiments sont une autre histoire. Alors peut-être est-il temps de réécrire cette histoire, répondit Henri, clôturant la conversation. Ce qu'Henri ne révéla pas à l'avocat ni à personne, c'est que son attirance pour Louise allait au-delà du romantique. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose de familier qu'il ne pouvait expliquer, comme s'il la connaissait déjà d'une autre vie, d'un autre temps. Et ce mystère l'intriguait autant que ses yeux sincères et sa force silencieuse. Le samedi arriva, avec la vitesse d'une avalanche pour Louise. Entre choisir quoi porter, sa garde-robe modeste n'avait rien d'approprié pour un événement de gala, et organisé qui s'occuperait de Pierre et de Madame Cécile,
Elle eut à peine le temps de traiter l'anxiété qui grandissait. Ce fut Claude qui vint à son secours, apparaissant avec une robe bleu nuit qu'elle n'avait portée qu'une fois à un mariage. « Elle est parfaite pour toi », insista-t-elle, la poussant dans la chambre. « Elle mettra tes yeux en valeur. » Quand le chauffeur envoyé par Henri sonna à la porte précisément à 19 h, Louise eut l'impression d'être sur le point de sauter d'un précipice. Pierre, enthousiasmé par l'idée de passer la soirée avec l'oncle Marcel, lui dit à peine au revoir. Madame Cécile, en revanche, tint ses mains pendant un long moment. « Tu es magnifique, ma fille, comme ta grand-mère sur cette photo du bal. » De carnaval de 1952. Louise sourit, embrassant le front de sa mère. C'était bon signe quand Madame Cécile se souvenait de détails si anciens avec précision. La voiture, une limousine qui causa l'émoi dans le voisinage, glissa silencieusement dans les rues de Paris jusqu'à arriver à l'imposant hôtel, où l'événement aurait lieu. Louise sentit son estomac se nouer en voyant la foule de personnes élégantes entrant dans le hall illuminé. Ce n'était pas son monde, ça ne le serait jamais. Mais alors, au milieu de la foule, Henri l'attendait, et quand leurs yeux se rencontrèrent, tout le reste sembla disparaître. « Vous êtes venu, dit-il simplement, comme si jusqu'au dernier moment il avait douté. « Je suis venu, confirma-t-elle, acceptant le bras qu'il offrait. Ce que Louise ne remarqua pas, alors qu'elle entrait dans la salle aux côtés d'Henri, provoquant des chuchotements et des regards curieux, c'est que parmi les invités se trouvait Vincent Aragon, et dans ses yeux, une lueur calculatrice révélait que la soirée ne faisait que commencer. Sous les immenses lustres en cristal de l'hôtel Plaza Athénée, Louise se sentait comme Alice au pays des merveilles. Chaque personne qui passait semblait sortie d'un magazine de célébrités. Politiciens, hommes d'affaires, artistes, tous circulant dans une danse sociale chorégraphiée par l'argent et le pouvoir. Henri la guidait avec gentillesse, la présentant à certaines personnes, en évitant d'autres stratégiquement. « Tout le monde nous regarde », chuchota Louise, mal à l'aise. « Il vous regarde, vous », corrigea-t-il, « et je ne les blâme pas pour cela. » Le commentaire la fit rougir, mais ne diminua pas son anxiété. Ce n'était pas seulement un dîner de bienfaisance, c'était une déclaration publique. Henri Moreau, le puissant homme d'affaires récemment réhabilité, présentant au monde une femme inconnue, d'origine modeste. Les implications étaient claires pour tous, sauf, peut-être, pour Louise elle-même. De l'autre côté de la salle, Vincent Aragon ne manquait pas un seul mouvement. À ses côtés, Christine observait avec une curiosité clinique. Alors c'est la grande passion d'Henri. J'attendais quelque chose de plus impressionnant. Ne sous-estime pas l'évidence, mon amour. Sa simplicité est exactement ce qui l'a attiré. Après avoir été trahi par des gens comme nous, Henri cherche l'authenticité. Christine haussa un sourcil parfaitement dessiné. Et comment comptes-tu utiliser cela contre lui? Vincent sourit, prenant une gorgée de champagne. Tout en son temps. D'abord, nous devons mieux connaître notre invitée surprise. Pendant ce temps, Louise trouvait un soulagement inattendu en conversant avec Sophie Moreau, la sœur d'Henri. Contrairement à l'environnement hostile qu'elle attendait, Sophie l'accueillit avec un intérêt sincère. « Mon frère n'a pas cessé de parler de vous et de votre fils », commenta Sophie, la conduisant vers un coin plus tranquille. « C'est rafraîchissant de le voir enthousiaste pour autre chose que le béton et l'acier. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour lui, » confessa Louise, surprise par sa propre sincérité devant une étrangère. « Nos mondes sont complètement différents. » Sophie rit, un son mélodieux qui rappelait celui d'Henri. « Des mondes différents? Vous savez d'où nous venons, n'est-ce pas ?» Le regard confus de Louise fut une réponse suffisante. « Henri ne vous a jamais raconté. Notre père était contremaître. Nous avons grandi à Belleville, dans l'est de Paris. Henri a commencé à porter des sacs de ciment à 14 ans. Notre première maison avait des fuites pires que les vôtres. » La révélation frappa Louise comme la foudre. Soudain, beaucoup de choses avaient du sens. L'aisance d'Henri avec les outils, son respect pour les travailleurs, l'absence d'affectation dans ses gestes. Pourquoi ne m'a-t-il jamais dit cela? Mon frère garde le passé comme un trésor précieux. Il ne le partage qu'avec ceux qui comptent vraiment. Sophie serra légèrement sa main, et apparemment, vous comptez beaucoup. La conversation fut interrompue lorsque les lumières baissèrent, annonçant le début de la cérémonie formelle. Henri, en tant qu'hôte,
monta sur scène pour discourir. Sa présence était magnétique, sa voix ferme alors qu'il parlait du projet social de la Fondation Moreau, un programme de rénovation, de logement dans des zones vulnérables. « Nous croyons que chaque Français mérite un toit sûr », déclara-t-il, ses yeux rencontrant ceux de Louise dans la foule, et que parfois c'est en aidant à réparer le toit de quelqu'un que nous découvrons comment réparer nos propres fissures. Le public applaudit avec enthousiasme, sans comprendre, le message personnel entre les lignes. Mais Louise comprit. Ses mains tremblaient, alors qu'elle se joignait aux applaudissements, émue non seulement par les mots, mais par la vulnérabilité qu'Henri démontrait publiquement. C'est à ce moment que Vincent choisit de faire son approche, surgissant aux côtés de Louise comme une ombre. Inspirant, n'est-ce pas? Henri a toujours su comment enchanter un public. Louise se retourna, surprise. L'homme devant elle souriait avec une cordialité étudiée, mais ses yeux restaient froids comme la glace. « Excusez-moi, nous n'avons pas été présentés, » répondit-elle, reculant instinctivement d'un pas. Vincent Aragon, ex-associé et, disons, vieil ami d'Henri. Il tendit la main que Louise serra brièvement. « Cela doit être fascinant pour vous d'entrer soudainement dans ce monde. Une histoire de conte de fées moderne, la veuve du quartier modeste et l'homme d'affaires, milliardaire. » Le ton condescendant fit Louise relever le menton, la fierté surmontant momentanément l'insécurité. « La vie est rarement aussi simple que les contes de fées, monsieur Aragon. »« Ah, mais les contes originaux n'ont jamais été simples, ma chère. Ils étaient pleins de dangers, de trahisons et de secrets obscurs, très comme la vie réelle. » Vincent s'approcha, baissant la voix. « À propos, comment va votre beau-frère? Toujours à la prison de Fresnes. » La couleur quitta le visage de Louise. Comment cet homme savait-il à propos de Roger, le frère de Charles, dont la simple mention était interdite dans sa maison? « Je vois que j'ai touché un point sensible, » continua Vincent, satisfait de l'effet de ses paroles. « Ne vous inquiétez pas, vos secrets sont en sécurité avec moi pour l'instant. » Avant que Louise ne puisse répondre, Henri revint, plaçant protectivement un bras autour de sa taille. Son sourire disparut en reconnaissant Vincent. « Que faites-vous? Ici Aragon? Je ne me souviens pas de vous avoir inclus dans la liste des invités. Une gentillesse de votre sœur, peut-être. Sophie a toujours été plus diplomatique que vous. » Vincent inclina la tête dans une révérence moqueuse. « Je suis juste venu souhaiter la bienvenue à votre charmante accompagnatrice. Un plaisir de vous connaître, Madame Mercier. » Quand Vincent s'éloigna enfin, Louise se sentait physiquement malade. Le monde parfait qu'elle avait commencé à entrevoir s'effondrait, les ombres du passé menaçant de l'engloutir. « Que vous a-t-il dit ?» demanda Henri inquiet de sa pâleur. « Rien d'important, » mentit-elle, forçant un sourire. « Je suis juste un peu fatigué. Je crois que je ne suis pas habitué à ce genre d'événement. » Henri acquiesça, attentionné. « Nous pouvons partir si vous voulez. »« Non, c'est votre grand moment. Je ne vais pas gâcher cela. » Le reste de la soirée passa comme un flou pour Louise. Sourires automatiques, conversations dont elle se souvenait à peine, coupe de champagne qu'elle ne toucha pas. À l'extérieur, elle maintenait la composition. À l'intérieur, un tourbillon de pensées la consumait. Comment Vincent savait-il à propos de Roger? Que savait-il d'autre? Et que ferait-il de ces informations? Pendant ce temps, de l'autre. Côté de la salle, Vincent observait le couple avec satisfaction. Le poisson avait mordu à l'hameçon. C'était maintenant juste une question de temps avant que la ligne ne soit tirée. « Je crois que j'ai trouvé la faiblesse d'Henri, » murmura-t-il, à René Kiranseostis, qui venait de le rejoindre. « Et ce n'est pas la femme en soi, mais ce qu'elle cache. Et qu'est-ce que ce serait ?» Vincent but la dernière gorgée de sa boisson, savourant non seulement le liquide, mais le goût anticipé de la victoire. Un squelette trop grand pour tenir dans le placard d'une maison de banlieue, et définitivement trop grand pour le nouvel empire immaculé qu'Henri essaie de reconstruire. Sur le chemin du retour dans la limousine silencieuse, Louise luttait contre l'envie de tout raconter à Henri. À propos de Roger, du passé qu'elle avait essayé d'enterrer quand elle avait déménagé au coin des Fleurs, des années de honte et de peur qui avaient suivi l'emprisonnement du beau-frère. Mais comment expliquer que le frère de son défunt mari purgeait une peine pour détournement de fonds d'une fondation caritative pour enfants atteints de cancer? Comment admettre que Charles, son bien-aimé et idéalisé Charles, était mort en fuyant la police après avoir découvert qu'il était complice involontaire des crimes de son frère? « Vous êtes si silencieuse,
commenta Henri, couvrant sa main de la sienne. Quelque chose s'est passé. Louise avala la boule dans sa gorge. Je pense juste à tout ce qui arrive, à nous. Et cela vous fait peur. Ça me terrifie, admit-elle, avec un rire nerveux. J'ai toujours été si prévisible, si prudente, et maintenant je suis ici, revenant d'un dîner de gala, aux côtés d'un homme qui construit des gratte-ciel. Henri sourit, ses yeux reflétant les lumières de la ville, qui défilèrent par la fenêtre. Savez-vous ce qui m'a attiré chez vous dès le premier instant? Votre vérité. Dans un monde où j'ai vécu entouré de mensonges et d'apparences, vous avez été comme un rayon de soleil après une tempête. Interminable. Les mots si sincères furent comme des poignards dans le cœur de Louise. S'il savait que sa vérité était construite sur des omissions soigneuses, sur un passé reconstruit comme l'un de ces bâtiments, brique par brique, cachant des fondations compromises. Quand la voiture s'arrêta enfin devant sa maison, Louise hésita avant de sortir. C'était le moment d'être honnête, de tout révéler avant que Vincent ne le fasse. « Henri, commença-t-elle, mais les mots moururent dans sa gorge. « Merci pour la soirée, c'était inoubliable. » Il se pencha lentement, donnant le temps à Louise de reculer si elle le souhaitait. Mais Louise ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, presque hésitant, comme deux personnes qui, après de longs voyages séparés, trouvent enfin le chemin de la maison. Quand ils se séparèrent, Henri caressa son visage avec une tendresse qui la fit presque pleurer. « Bonne nuit, Louise, rêvez de toi parfait. » Elle sourit malgré l'angoisse. « Et vous, de fondation solide. » Tandis qu'elle regardait la limousine s'éloigner, Louise ne remarqua pas la voiture sombre garée au coin de la rue, ni la caméra qui enregistrait chacun de ses mouvements. À l'intérieur de ce véhicule, l'enquêtrice engagée par Vincent prenait des notes méticuleuses. La première phase de l'opération était terminée. La suivante serait encore plus dévastatrice. Le lendemain matin, le Coin des Fleurs se réveilla avec une surprise inhabituelle. Une flotte de camions de Moreau Construction bloquait la petite rue où Louise habitait. Des ouvriers, des ingénieurs et même un paysagiste déchargèrent du matériel sous le regard curieux des voisins. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Louise, encore en robe de chambre, en trouvant un homme consultant des plans architecturaux devant sa maison. « Bonjour, madame. »« Mercier. Je suis Richard, ingénieur en chef du projet. Monsieur Moreau nous a envoyés pour commencer les rénovations. »« Quelle rénovation? Il a déjà réparé le toit. » Richard sourit, habitué aux réactions de surprise. « Monsieur Moreau a approuvé un projet complet pour votre maison. Rénovation structurelle, nouveau système électrique, aménagement, paysager et une extension pour accueillir un studio pour que votre fils développe ses projets scientifiques. » Louise sentit le sang quitter son visage. Ce n'était pas seulement un geste romantique, c'était une intrusion, une tentative d'acheter, son affection avec du béton et des briques. « Il y a eu une erreur, » déclara-t-elle fermement. « Je n'ai rien approuvé de tout cela. » À ce moment, Pierre sortit en courant de la maison, les yeux brillants d'excitation en voyant les camions et le matériel. « Waouh! Henri va vraiment construire mon laboratoire. Il a dit qu'il y pensait. Seulement, Pierre rentre à l'intérieur. Mais maman, maintenant Pierre. » Le garçon obéit, déçu et confus par la réaction de sa mère. Louise se tourna vers l'ingénieur, essayant de garder son calme. « S'il vous plaît, arrêtez tout. Emmenez vos hommes et le matériel. J'apprécie l'intention, mais je ne peux pas accepter cela. » Richard parut vraiment surpris. « Madame, monsieur. » Moreau a été catégorique sur l'urgence de ce projet. S'il y a un problème, peut-être vaudrait-il mieux en parler directement avec lui. Comme invoqué par la conversation, le téléphone portable de Louise sonna. Un appareil neuf qu'Henri avait insisté pour qu'elle accepte pour faciliter la communication. « Vous avez vu la surprise ?» La voix d'Henri débordait d'enthousiasme. « Les ingénieurs disent qu'ils peuvent tout terminer en 3 semaines, avec des équipes travaillant par rotation. Henri, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas simplement arriver et reconstruire ma maison sans me consulter. » Le silence de l'autre côté révéla sa confusion. « Je pensais que vous seriez heureuse. Pierre a tellement parlé de vouloir un espace pour ses expériences, et votre mère a besoin d'une chambre avec accessibilité, et ce n'est pas à propos de ça. » Louise sentit les larmes de frustration s'accumuler. « C'est à propos de vous qui ne comprenez pas que vous ne pouvez pas simplement acheter les gens.
Je n'ai jamais pensé à vous acheter, Louise. Je voulais juste aider. Je n'ai pas besoin de ce genre d'aide. J'ai besoin que vous me respectiez assez pour me consulter sur des décisions qui affectent ma vie et celle de mon fils. » La fierté blessée était palpable dans la voix d'Henri quand il répondit finalement « Les hommes partiront dans une demi-heure. Je m'excuse pour le dérangement. » L'appel fut terminé avant que Louise ne puisse dire autre chose. Elle s'appuya contre le mur extérieur de la maison, respirant profondément pour contenir les émotions conflictuelles. Une partie d'elle voulait rappeler et tout accepter, le laboratoire pour Pierre, la chambre adaptée pour Madame Cécile, la vie plus confortable qu'Henri offrait. Mais une autre partie, plus profonde et plus têtue, savait que chaque brique de cette rénovation serait une brique dans le mur qui séparait qui elle était réellement de qui Henri croyait qu'elle était. Dans la maison, Pierre observait par la fenêtre le visage pressé contre la vitre tandis que les ouvriers commençaient à récupérer leur équipement. « Pourquoi les as-tu renvoyés, maman ?» demanda-t-il quand Louise entra. Henri essayait juste d'être gentil. Louise s'assit à côté de son fils, cherchant des mots qu'un enfant de 10 ans pourrait comprendre. « Henri est très généreux, mais nous ne pouvons pas accepter des cadeaux. » Aussi important sans en parler avant. « Mais tu l'aimes bien, non? Vous allez sortir ensemble ?» La question directe l'a pris par surprise. « C'est compliqué, mon chéri. » À cause de papa? Louise serra le garçon dans ses bras, sentant son cœur se serrer. Si seulement c'était ça. Si le seul fantôme entre elle et Henri était le souvenir honoré de Charles. « Partiellement, » répondit-elle, choisissant soigneusement ses mots. Et aussi parce que parfois les adultes ont des histoires compliquées. Pierre la regarda avec la sagesse surprenante que les enfants manifestent occasionnellement. Henri m'a raconté que quand il était enfant, son père travaillait tellement qu'il n'était presque jamais à la maison. Il a dit qu'il s'était promis d'être différent, d'avoir toujours du temps pour les personnes qu'il aime. Les mots simples frappèrent Louise comme un éclair de clarté. Peut-être que la rénovation maladroite, le laboratoire pour Pierre, tout cela n'était pas une tentative d'acheter de l'affection, mais la seule façon qu'Henri connaissait pour démontrer l'amour, en construisant, en créant des espaces sûrs pour les personnes dont il se souciait. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Henri, mais Claude. « Allume la télé tout de suite. Chaîne 7. »« Quoi? Pourquoi? Allume simplement. » Avec un sentiment d'appréhension croissant, Louise alluma la petite télévision du salon. Le journal du matin montrait une photo d'elle aux côtés d'Henri lors de l'événement de la veille. Le titre fit glacer son sang. Le nouvel amour du milliardaire a des liens avec un scandale financier. Le reportage, tendancieux et plein d'insinuations, reliait Louise à l'affaire de son beau-frère Roger, suggérant qu'elle aurait pu être complice des détournements et que sa relation avec Henri serait une stratégie pour accéder à de nouveaux fonds. Les avocats de la Fondation d'aide aux enfants atteints de cancer, lésés par le système dirigé par Roger Mercier, ont déclaré qu'ils demanderaient la réouverture des enquêtes pour déterminer l'implication d'autres membres de la famille, annonça la journaliste avec une fausse gravité. Louise éteignit la télévision d'une main tremblante. C'était le cauchemar devenant réalité. Les yeux de Pierre, écarquillés et confus, brûlaient dans sa conscience. « Maman, qu'est-ce que c'est? Pourquoi parle-t-il de l'oncle Roger à la télé ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, des coups urgents résonnèrent à la porte. Ce n'étaient pas les ouvriers qui revenaient, mais Henri le visage pâle d'inquiétude. « Vous avez vu le journal télévisé ?» demanda-t-il, entrant sans cérémonie. Louise acquiesça, incapable de parler. Toutes les explications qu'elle avait répétées, toutes les demi-vérités soigneusement construites, s'étaient effondrées comme un château de cartes. « Pierre, va dans ta chambre, s'il te plaît, » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Mais, maman, s'il te plaît, mon chéri, je dois parler avec Henri. » Quand ils furent seuls, le silence pesa comme une pierre tombale entre eux. Ce fut Henri qui le rompit en premier. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? À propos de votre beau-frère, de l'implication de Charles, de tout. Comment aurais-je pu ?» Les larmes finirent par l'emporter. « Comment aurais-je pu dire que mon mari est mort en fuyant la police après avoir découvert qu'il était impliqué dans les crimes de son frère, que j'ai changé de nom, de ville, tout reconstruit pour protéger Pierre de cette honte ?» Henri fit un pas en avant, mais hésita, l'abîme entre eux soudainement trop vaste. « J'aurais compris. Plus que quiconque,
Je comprends ce que c'est d'être injustement associé aux crimes de personnes proches. Ce n'est pas la même chose. Vous étiez victime. Moi, j'aurais dû m'en apercevoir. J'aurais dû voir les signes que quelque chose n'allait pas avec l'argent que Roger apportait, avec les cadeaux coûteux, avec les histoires incohérentes. Vous n'êtes pas responsable de leurs erreurs, Louise. Mais je suis responsable de mon silence maintenant, de vous avoir laissé vous impliquer avec moi sans connaître la vérité, de vous exposer, vous et votre entreprise, à un nouveau scandale. Henri passa la main dans ses cheveux, luttant visiblement avec des émotions contradictoires. C'était Vincent, n'est-ce pas? Il est derrière ce reportage. Est-ce que ça importe? L'histoire est vraie, indépendamment de qui l'a exposée. Ça importe parce que ça prouve que ce n'est pas à propos de vous ou de votre passé. C'est à propos de moi. Vincent vous utilise pour m'atteindre, pour déstabiliser l'entreprise au moment exact où nous finalisons le contrat avec les Chinois. La révélation apporta une nouvelle couche de douleur à Louise. Alors même cela, le scandale, l'exposition publique de sa honte, n'était pas vraiment à propos d'elle. C'était juste un dommage collatéral dans la guerre, entre titans corporatifs. « Vous devez partir », dit-elle finalement, rassemblant ce qui restait de sa dignité. « Les journalistes seront bientôt ici et vous ne pouvez pas être vus avec moi. Pas maintenant. Je ne vais pas vous laisser affronter cela seul. Je n'ai pas le choix. J'ai Pierre et ma mère à protéger. » Henri fit un pas en avant, prenant ses mains entre les siennes. « Venez avec moi, vous tous. J'ai une maison à la plage, isolée, sûre. Vous y resterez jusqu'à ce que mes avocats résolvent cette situation. » Et après, allons-nous vivre en fuyant pour toujours? Louise retira doucement ses mains. « Je dois affronter cela, Henri. C'est le seul moyen de me libérer enfin du passé. » Avant qu'il ne puisse argumenter, le téléphone sonna à nouveau. C'était le directeur de l'école de Pierre, informant que des journalistes étaient à la porte, posant des questions sur le garçon. La panique dans les yeux de Louise fut suffisante pour qu'Henri comprenne que ses priorités devaient changer. Ce n'était pas le moment de la convaincre ou de résoudre leur relation. C'était le moment d'agir, de protéger. « Appelez Pierre. Prenez juste l'essentiel. Vous sortirez par l'arrière. Mon chauffeur attend au bout de la rue. Il vous conduira dans un endroit sûr. » Henri, ne discutez pas, Louise. Pas maintenant. Faites-le pour Pierre. La mention de son fils brisa sa résistance. En 15 minutes, Louise, Pierre et Madame Cécile étaient dans la voiture blindée d'Henri, quittant le coin des Fleurs par la rue arrière, tandis que des journalistes s'accumulaient à l'entrée principale. « Où allons-nous » demanda Pierre, les yeux écarquillés par l'aventure inattendue. Louise, qui n'avait pas de réponse, regarda Henri. « Vers un nouveau départ » répondit-il, tenant fermement sa main. « Vers un endroit où nous pouvons reconstruire non seulement des toits, mais la confiance. » Tandis que la voiture s'éloignait, aucun d'eux ne remarqua la silhouette solitaire observant depuis le coin de la rue. Vincent Aragon souriait, satisfait du chaos qu'il avait créé. Ou du moins le pensait-il. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Henri Moreau, l'homme qu'il avait sous-estimé tant de fois, avait appris à utiliser même les tempêtes à son avantage, et que l'amour, ce sentiment que Vincent considérait comme une faiblesse, serait la fondation la plus solide qu'Henri ait jamais construite. La pluie tombait impitoyablement sur Paris, transformant les rues en rivières tumultueuses et le ciel en une toile grise. Dans la voiture blindée qui serpentait sur l'autoroute vers la côte, le silence était presque aussi dense que le brouillard qui couvrait le massif alpin. Pierre s'était endormi sur la banquette arrière, la tête appuyée sur les genoux de sa grand-mère qui murmurait des berceuses d'époque révolue. Sur le siège avant, à côté du chauffeur, Henri parlait à voix basse au téléphone, organisant ce qui semblait être une opération militaire. Des avocats furent mobilisés, des contacts dans la presse alertés, des employés de confiance mobilisés. Louise observait le paysage flou à cause de la pluie, se sentant étrangement déconnectée, comme si elle regardait un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Il y a seulement 3 mois, sa plus grande préoccupation était de trouver l'argent pour réparer un toit. Maintenant, elle fuyait les journalistes, impliquée dans une guerre d'entreprise, son passé exposé comme une plaie ouverte. « Nous sommes presque arrivés », annonça Henri, raccrochant enfin son téléphone. « Vous y serez en sécurité. »« Où exactement est là ?» demanda Louise, retrouvant sa voix pour la première fois depuis des heures. « La Rochelle, une maison qui appartenait à ma mère. Elle est au nom d'une fondation, impossible de la relier. À moi !»
La mention d'une maison de plage à La Rochelle fit échapper à Louise un rire sans humour. Du toit cassé à une villa au bord de la mer, ma vie devient une telenovela. Henri essaya de prendre sa main, mais elle la retira doucement. Ce n'est pas permanent, Louise, juste jusqu'à ce que nous résolvions la situation. Que nous résolvions? Comment exactement allons-nous résoudre le fait que le frère de mon défunt mari a volé de l'argent, a des enfants atteints de cancer? Comment allons-nous résoudre le fait que j'ai menti sur mon passé? Comment allons-nous résoudre le fait que votre réputation tout juste récupérée est à nouveau en danger à cause de moi? Sa voix s'éleva plus qu'elle ne le voulait, faisant bouger Pierre dans son sommeil. Louise respira profondément, essayant de contrôler la tempête intérieure qui menaçait de l'engloutir. « Pardon, » murmura-t-elle, « je suis juste effrayée. » Henri acquiesça, compréhensif. « Je sais, mais je ne suis pas inquiet pour ma réputation, Louise. Je suis inquiet pour vous, pour Pierre, pour Madame Cécile. Et croyez-moi, j'ai l'expérience de survivre au scandale. » La voiture quitta finalement l'autoroute, s'engageant sur une route privée bordée d'une végétation dense. Après quelques minutes, une maison de plage apparut, non pas une villa ostentatoire comme Louise l'avait imaginé, mais une construction élégante et discrète, parfaitement intégrée au paysage naturel. « C'était le refuge de ma mère », expliqua Henri, tandis que la voiture se garait. Elle venait ici quand elle avait besoin d'échapper à l'agitation de la ville et aux attentes sociales. Elle disait qu'ici, elle pouvait être simplement elle-même. Les mots touchèrent quelque chose de profond en Louise. Combien de fois n'avait-elle pas rêvé d'un endroit comme celui-ci? Un sanctuaire où elle n'aurait pas besoin d'être la veuve courageuse, la mère parfaite, la fille dévouée, où elle pourrait simplement exister avec toutes ses imperfections et cicatrices. La maison à l'intérieur était confortable et lumineuse, avec de grandes fenêtres donnant sur la mer. Des meubles simples mais de qualité, des œuvres d'art qui parlaient de bon goût sans ostentation, des livres partout. Rien ici ne rappelait le milliardaire qui faisait la une des magazines économiques. Pierre se réveilla quand ils transportaient les quelques valises qu'ils avaient pu emporter. Ses yeux somnolents s'écarquillèrent en voyant l'océan par la fenêtre. « On va habiter à la plage ?» demanda-t-il soudainement réveillé et enthousiaste. « Juste pour un temps, mon chéri, » répondit Louise, forçant un sourire rassurant. « Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire, » assura Henri. « Il y a une chambre au rez-de-chaussée, pour Madame Cécile, avec un accès facile au jardin. Pierre peut prendre la chambre avec la petite véranda et vous, » il hésita, soudain conscient de la ligne fine sur laquelle il marchait, « vous pouvez choisir n'importe laquelle des autres. » La maison n'avait que 3 employés, un couple qui s'occupait de l'entretien et une infirmière spécialisée dans les patients atteints d'Alzheimer. Tasse d'anciennes connaissances de la famille Moreau, d'une confiance absolue. « Thérèse aidera avec votre mère, » expliqua Henri. « Elle s'est occupée de la mienne dans ces dernières années. C'est presque une amie de la famille. » Louise voulait refuser, dire qu'elle n'avait pas besoin d'aide, qu'elle s'était toujours occupée seule de Madame Cécile. Mais la vérité était qu'elle était épuisée, physiquement et émotionnellement, et le soulagement de partager ce fardeau, même temporairement, était trop tentant pour le rejeter. Tandis que Pierre explorait la maison et la plage, avec enthousiasme, avec l'énergie apparemment inépuisable d'un enfant de 10 ans, Louise et Henri s'assirent sur la véranda couverte, observant la pluie qui tombait maintenant doucement sur la mer. « Nous devons parler, » dit-elle finalement. « Vraiment parler, sans demi-vérité, sans omission. » Henri acquiesça gravement. « Par où voulez-vous commencer ?»« Par le début. Pourquoi êtes-vous vraiment venu réparer mon toit ce jour-là » La question le prit par surprise. De toutes les questions qu'il attendait sur Vincent, sur le scandale, sur l'avenir, celle-ci semblait presque triviale. Mais Henri comprit son importance. C'était le point où leurs histoires avaient commencé à s'entrelacer. « Honnêtement, je ne sais pas vraiment. J'ai vu votre billet à la boulangerie et j'ai ressenti quelque chose. Une impulsion peut-être. Ou peut-être était-ce simplement qu'après des mois à construire une nouvelle identité en tant que juste Henri, la simplicité de cette tâche, réparer un toit, semblait réconfortante. Louise accepta la réponse, reconnaissant sa sincérité. À mon tour, je n'ai jamais été complice des crimes de Roger. Je n'ai jamais rien su jusqu'à ce que Charles... jusqu'à l'accident. Je vous crois, dit Henri sans hésitation.
Mais les médias ne cherchent pas la vérité, ils cherchent des histoires. Et Vincent est plus que disposé à fournir un récit convenable. Pourquoi me déteste-t-il autant? Il ne me connaît même pas. Ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de moi. Du fait que je suis revenu, que je reconstruis ce qu'il a essayé de détruire, et surtout à propos du contrat avec les Chinois qui sera signé la semaine prochaine. S'il parvient à ternir à nouveau mon image, les investisseurs pourraient reculer. Et combien vaut ce contrat? Des milliards, répondit Henri simplement. Mais ce n'est pas seulement l'argent, c'est l'avenir de l'entreprise, des milliers d'emplois, des projets de développement urbain qui peuvent transformer des communautés entières. Le poids de cette révélation tomba sur Louise comme une tonne de briques. Ce qui était en jeu allait bien au-delà de leur vie personnelle. C'était plus grand que d'eux. « Vous devriez vous éloigner de moi », dit-elle, les mots coupants. Sa propre âme. Publiquement. Dites que vous me connaissiez à peine, que vous avez été trompé, n'importe quoi qui apaiserait les médias et sauverait votre contrat. Henri la regarda, incrédule. « Vous pensez vraiment que je ferais ça? Que je vous jetterais au loup pour sauver une affaire? Il ne s'agit pas seulement d'une affaire, vous l'avez dit vous-même. Ce sont des milliers de personnes, des communautés entières. Et qu'est-ce que cela ferait de moi, Louise? Quel genre d'homme serais-je si j'abandonnais les personnes que j'aime au premier signe de tempête? » Il s'approcha, tenant fermement ses mains. « J'ai passé ma vie à construire des choses qui durent, des bâtiments qui résistent aux tremblements de terre, des ponts qui supportent les inondations. Je ne vais pas construire une relation sur une fondation de lâcheté. » Les larmes que Louise avait contenues toute la journée débordèrent enfin. « J'ai tellement peur, Henri. Pas pour moi, mais pour Pierre. Il a déjà perdu son père, il a déjà dû s'adapter à tant de changements. Et maintenant ça. Pierre est plus fort que vous ne l'imaginez. Et plus important, il vous avoue. La femme qui a reconstruit une vie entière à partir des décombres, qui a affronté le monde seule pour le protéger. » Henri toucha doucement son visage. « La femme dont je suis tombé amoureux. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots explicitement, et ils flottèrent entre eux comme une promesse fragile et précieuse. Avant que Louise ne puisse répondre, Pierre fit irruption sur la véranda, trempé et radieux. « Maman, il y a une piscine naturelle entre les rochers, et Monsieur Manuel a dit que je pourrais utiliser la planche de bodyboard demain, si la pluie s'arrête. » La joie insouciante de son fils était un rappel douloureux de tout ce qui était en jeu. Mais c'était aussi un rayon d'espoir, la preuve que même dans les moments les plus sombres, la vie continuait offrant de petites joies inattendues. « D'abord un bain chaud et du chocolat », ordonna Louise, retombant facilement dans son rôle de mère. « Ensuite, tu me raconteras tout sur cette piscine naturelle. » Tandis que Pierre courait à l'intérieur, secouant de l'eau partout, Henri reçut un appel. Son expression changea instantanément, l'inquiétude cédant la place à la détermination. « Quoi? Quand ?» Il écouta attentivement la réponse. « Envoyez Tournier immédiatement et préparez les documents dont nous avons discuté, tous. » Quand il raccrocha, Louise l'observait avec appréhension. « Mauvaise nouvelle, ça dépend du point de vue. » Henri sourit, mais c'était un sourire différent, celui du stratège, du joueur d'échecs sur le point d'exécuter un mouvement décisif. « Vincent a fait exactement ce que j'attendais. Il a contacté directement nos investisseurs chinois, suggérant que mon implication avec une personne de réputation douteuse met le projet en danger. Et ce ne sont pas de mauvaises nouvelles. Ce le serait si je n'avais pas passé les 2 derniers jours à préparer un dossier complet sur les propres activités douteuses de Vincent, y compris comment il a tenté de saboter le projet depuis le début et comment il a utilisé des informations privilégiées pour manipuler les actions de l'entreprise. L'éclat calculateur dans les yeux d'Henri était nouveau pour Louise, un aperçu de l'homme d'affaires implacable qui existait derrière le gentil réparateur de toits. « Vous lui avez tendu un piège, » observa-t-elle. « Disons que j'ai prévu ses mouvements. Vincent a toujours été prévisible dans son ambition, et j'ai appris que parfois, il faut laisser l'adversaire avancer pour pouvoir contre-attaquer efficacement. » Louise sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise marine. C'était un jeu de pouvoir auquel elle n'avait jamais participé. Un monde de stratégie et de contre-stratégie où des personnes comme elle, des personnes ordinaires avec des vies ordinaires, étaient souvent juste des pions sacrifiables. « Et moi ?» demanda-t-elle finalement. « Quel rôle ai-je dans votre stratégie ?»
La question le frappa comme une gifle. Le calcul disparut de ses yeux, remplacé par quelque chose de beaucoup plus vulnérable. Vous n'avez jamais fait partie d'une stratégie, Louise. Vous avez été l'imprévu, la variable qu'aucune équation ne pouvait calculer, le facteur qui a changé toutes les règles du jeu. Il s'approcha, prenant son visage entre ses mains avec une tendresse qui contrastait drastiquement avec la détermination froide de quelques instants auparavant. Avant de vous connaître, je luttais pour récupérer mon entreprise, ma réputation, mon empire. Après vous avoir rencontré, j'ai réalisé que je me battais pour les mauvaises choses tout ce temps. La pluie s'arrêta enfin, comme si le ciel lui-même faisait une pause pour écouter cette confession. À l'horizon, le soleil commençait à percer entre les nuages, lançant des rayons dorés sur la mer agitée. « Et pourquoi vous battez-vous maintenant » murmura Louise, sentant que la réponse pourrait tout changer, ou rien. Pour un avenir où construire quelque chose qui, dur ne signifie pas ériger des murs, mais abattre des barrières. Pour un lieu où Pierre puisse grandir en sachant que le passé ne détermine pas qui nous sommes. Pour une vie où le toit qui nous protège n'est pas fait de béton, mais de vérité. Il hésita, cherchant des mots qui pourraient traduire la complexité de ce qu'il ressentait. Pour nous, Louise, pas pour ce que nous pouvons être dans les gros titres ou dans les événements sociaux, mais pour ce que nous sommes quand personne ne regarde. Quand je ne suis qu'un homme qui sait, je réparais des toits, et vous n'êtes qu'une femme trop forte pour demander de l'aide. Ces mots si simples et si profonds désarmèrent les dernières défenses de Louise. Ce n'étaient pas des promesses grandioses, ni des déclarations dramatiques. C'était la constatation d'une vérité que tous deux avaient découverte au milieu des décombres de leurs vies antérieures. « Alors, battons-nous ensemble », répondit-elle, scellant le pacte silencieux d'un baiser. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, alors qu'ils s'embrassaient au coucher du soleil, c'est que la bataille venait à peine de commencer. Et que parfois même les toits les mieux construits ne peuvent protéger contre toutes les tempêtes. Dans le luxueux bureau au sommet d'un gratte-ciel à Paris, Vincent Aragon contemplait la ville avec une expression sombre. Son téléphone, sur la table de marbre noir, restait obstinément silencieux. Les Chinois auraient dû appeler il y a des heures, commenta-t-il à René, qui tapait furieusement sur sa tablette. Après les informations que nous avons envoyées, ne devrait-il pas être au moins inquiet? J'ai essayé tous nos contacts à Pékin. Personne ne répond aux appels, répondit-elle, la frustration évidente dans sa voix. C'est comme s'ils avaient reçu des instructions spécifiques pour nous éviter. Vincent prit son verre de whisky, observant le liquide ambré comme s'il contenait les réponses qu'il cherchait. Henri mijote quelque chose. Il ne disparaîtrait pas avec cette femme et son fils sans un plan. En parlant de ça, nous avons trouvé où il se cache, annonça René, faisant glisser une photo sur la table. Une maison de plage à La Rochelle. Propriété enregistrée au nom de la fondation Maria Moreau. Un sourire lent se forma sur les lèvres de Vincent. La maison de maman. Prévisible. Henri a toujours été trop sentimental pour son propre bien. Il but une longue gorgée, laissant l'alcool alimenter sa confiance. Contactez notre ami au ministère public. Il est temps de demander cette faveur qu'il nous doit. René hésita, chose inhabituelle dans son attitude normalement efficace. Vous êtes sûr de cela, Vincent? Utiliser le MP pourrait se retourner contre nous si... Si quoi? Si Henri le découvre. Il sait déjà que nous sommes après lui. La différence. Car que je suis prêt à aller plus loin qu'il n'irait jamais. Vincent se leva, marchant jusqu'à la fenêtre panoramique. Henri a toujours cru qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Je sais que ces lignes ne sont que des illusions créées par les faibles pour se sentir moralement supérieurs. OBC. Moment où il prononçait ces mots, son téléphone sonna enfin. Ce n'était pas cependant le contact chinois qu'il attendait, mais son informateur au sein de Moreau Construction. Tournier vient de partir pour l'aéroport, informa la voix, nerveuse de l'autre côté. Il a emporté une enveloppe scellée. J'ai entendu dire qu'il se rend à Pékin sur le vol de minuit. Vincent sentit son sang se glacer dans ses veines. Tournier, l'avocat personnel d'Henri, allant à Pékin avec des documents scellés, exactement quand les Chinois avaient cessé de répondre à ses appels. Ce n'était pas une coïncidence. Découvrez ce qu'il y a dans cette enveloppe, ordonna-t-il, raccrochant brusquement. Trop tard, conclut René, vérifiant sa tablette. Le vol a décollé il y a 20 minutes. Vincent lança son verre. Contre le mur, le cristal se brisant en une explosion de fragments et de whisky. Il ne va pas gagner. Pas cette fois,
grogna-t-il, plus pour lui-même que pour son assistante. Si je ne peux pas l'avoir par les affaires, je l'atteindrai là où ça fait le plus mal. Sur la plage, ignorant la tempête qui se formait à l'horizon corporatif, Louise observait Pierre construire un château de sable élaboré avec Henri. La scène était si ordinaire, si domestique, un homme et un garçon accroupis dans le sable, discutant sérieusement de la meilleure façon de construire un fossé, que pendant un moment, elle se permit de croire qu'il pourrait être juste cela. Une famille normale, profitant d'une journée à la plage. Madame Cécile, assise confortablement, sous un parasol feuilletait un vieux magazine, regardant occasionnellement la mer avec un sourire serein. Thérèse, l'infirmière, se tenait discrètement à proximité, attentive mais pas intrusive. « Ils se ressemblent, n'est-ce pas ?» commenta la vieille dame, surprenant Louise par sa lucidité. Henri et Pierre, la même façon de froncer les sourcils quand ils sont concentrés. « Vous l'aimez bien, n'est-ce pas ?» demanda Louise, s'asseyant à côté de sa mère. Pierre, « C'est mon petit-fils, bien sûr que je l'aime. »« Non, maman, Henri. » Madame Cécile sourit, ses yeux momentanément libres du brouillard qui les couvrait souvent. « Il me rappelle ton père, pas dans l'apparence, mais dans la manière. Cette gentillesse qui n'a pas besoin d'être annoncée. Cette force silencieuse. » La comparaison toucha Louise profondément. Son père avait été son héros, l'homme qui lui avait appris que la vraie force n'était pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. « J'ai peur, maman, » confessa-t-elle, profitant du rare moment de clarté de la vieille dame, de commettre une erreur, de nous mettre tous en danger à cause de mes sentiments. Madame Cécile prit sa main, les doigts ridés étonnamment fermes. « Tu sais ce que ton père m'a dit quand il m'a demandé en mariage, que l'amour n'était pas l'absence de peur, mais le courage d'avancer même quand on est terrifié. » Les mots étaient comme un écho du passé, un conseil qui traversait les générations pour l'atteindre exactement quand elle en avait le plus besoin. Et si ça ne marche pas? Et si nous finissons plus brisés que nous ne le sommes déjà? Alors nous reconstruisons à nouveau, répondit la vieille dame simplement, comme nous l'avons toujours fait. À ce moment, le téléphone d'Henri sonna. Il s'éloigna de Pierre, marchant vers une zone plus isolée de la plage pour répondre. Même à distance, Louise pouvait percevoir par sa posture que quelque chose de sérieux s'était produit. Quand il revint, ses yeux étaient sombres, malgré le sourire forcé qu'il offrit à Pierre. « Champion, que dirais-tu de terminer ce château ?»« Avec grand-mère, je dois parler avec ta mère une minute. » Pierre, habitué au code des adultes, acquiesça avec une maturité au-delà de son âge. « D'accord, mais reviens vite. Nous sommes à la partie la plus importante, le système de défense contre les envahisseurs. » Henri ébouriffa affectueusement les cheveux du garçon. « Je promets que je reviendrai à temps pour construire la catapulte la plus impressionnante que ce château ait jamais vue. » Quand ils furent assez éloignés pour ne pas être entendus, Henri laissa enfin l'expression préoccupée prendre possession de son visage. « Que se passe-t-il » demanda Louise, le cœur s'accélérant en anticipation des mauvaises nouvelles. Vincent a joué son prochain coup. Il a obtenu un mandat de perquisition pour la maison de plage. Quoi? Comment a-t-il su? Où nous étions? Il l'a toujours su. J'ai laissé suffisamment d'indices, admit Henri. Une partie du plan était de lui faire croire qu'il avait l'avantage. Ce que je n'attendais pas, c'est qu'il utilise ses contacts au ministère public si rapidement. Le calme calculé avec lequel Henri parlait de plans et d'indices mettait Louise de plus en plus mal à l'aise. C'était comme découvrir qu'elle vivait sur un échiquier où chaque mouvement était soigneusement analysé et contre-analysé. « Quelle est l'accusation » demanda-t-elle, essayant de garder son sang-froid. Officiellement, obstruction à la justice, pour prétendument cacher des informations pertinentes pour l'affaire de Roger. Henri passa la main dans ses cheveux, un geste que Louise avait déjà identifié comme signe de sa frustration contenue. Mais c'est juste une excuse. Pour nous exposer, pour forcer notre sortie du refuge et nous remettre sous les projecteurs des médias. Que faisons-nous maintenant? Nous devons partir d'ici, aujourd'hui. La nouvelle tomba comme un poids sur Louise. Encore une fois fuir, encore une fois arracher Pierre d'un endroit où il commençait à se sentir en sécurité. Pour aller où? J'ai une propriété à Chamonix, plus isolée, plus sûre. Elle sera prête à nous recevoir d'ici ce soir. Louise regarda Pierre, riant tandis que Madame Cécile essayait de lui expliquer
Comment construire une tour avec du sable mouillé? Son fils semblait enfin retrouver un peu de la joie enfantine que les événements récents lui avaient envolée. Et maintenant, encore une fois, il devrait partir. Combien de temps vivrons-nous ainsi, Henri, à fuir d'un endroit à l'autre comme des criminels? Ce ne sera pas pour longtemps, je le promets. Tournier est à Pékin en ce moment, présentant notre cas directement aux investisseurs chinois. Et plus important, remettant les preuves que nous avons recueillies contre Vincent. Henri serra ses mains. Le plan fonctionne, Louise. Vincent commet exactement les erreurs dont nous avions besoin qu'il commette. À nos dépens, répondit-elle, incapable de cacher l'amertume. Aux dépens de la stabilité de Pierre, de la santé de ma mère. Henri baissa les yeux, le poids de la culpabilité évident sur son visage. Je sais. Et si je pouvais assumer tout ce fardeau seul, croyez-moi, je le ferais. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance encore un peu. Avant que Louise ne puisse répondre, une voiture se gara bruyamment à l'entrée de la propriété. Ce n'était pas le véhicule officiel qu'ils auraient attendu d'une opération du ministère public, mais une Jaguar argentée aux vitres teintées. Henri se plaça immédiatement entre la voiture et Louise, l'instinct protecteur l'emportant sur toute stratégie calculée. À leur grande surprise, ce n'est pas un procureur avec un mandat qui descendit du véhicule, mais Sophie Moreau, la sœur d'Henri. Son visage habituellement composé était tendu d'inquiétude. « Vincent a dépassé toutes les limites », annonça-t-elle, marchant rapidement vers son frère. « Il utilise Christine pour manipuler la couverture médiatique. Il prépare une série de reportages spéciaux sur l'affaire du beau-frère de Louise, en insistant sur la trahison de la confiance publique. » Louise sentit ses jambes faiblir. Christine Aragon était une ex-journaliste qui contrôlait maintenant l'un des plus grands conglomérats médiatiques du pays. Si elle décidait de transformer l'affaire en spectacle, il n'y aurait aucun moyen d'échapper à l'examen public. « Combien de temps avons-nous » demanda Henri, son ton révélant qu'il calculait déjà les prochains coups. « Le premier reportage sera diffusé ce soir, à une heure de grande écoute. Mais ce n'est pas le pire. » Sophie hésita, regardant Louise avec sympathie. Ils ont obtenu une interview exclusive avec Roger, directement de la prison. Le monde sembla tourner sous les pieds de Louise. Roger, l'homme dont le nom était interdit, dans sa maison. L'homme qui avait indirectement causé la mort de Charles serait maintenant au centre d'un reportage national. Et qui sait ce qu'il dirait, quel mensonge il inventerait pour réduire sa propre culpabilité. « Pierre ne peut pas voir ça », murmura-t-elle, la panique montant dans sa voix. « Il ne peut pas découvrir Roger comme ça par la télévision. » Sophie acquiesça avec compréhension. « C'est pourquoi je suis venue personnellement. Nous devons vous faire sortir d'ici maintenant. Pas ce soir, pas dans quelques heures. Maintenant. » « Je vais chercher Pierre et ma mère », décida Louise, soudainement déterminée. Ce n'était plus une question d'affaires ou de réputation. Il s'agissait de protéger son fils des traumatismes qui pourraient marquer son enfance à jamais. Tandis que Louise courait vers la plage, Henri regarda sa sœur avec une intensité qui révélait sa lutte intérieure. Comment Vincent a-t-il réussi à faire parler Roger? Il a toujours refusé de donner des interviews. Sophie soupira, l'épuisement évident sur son visage habituellement. Impeccable. L'argent probablement, ou des promesses de privilèges en prison. Tu connais Vincent, il trouve toujours le point faible de chacun. Et quel est mon point faible, selon lui? Elle? Répondit Sophie simplement, regardant dans la direction où Louise avait disparu. Vincent croit que tu es vulnérable parce que tu es tombé amoureux, que tu as laissé ton cœur obscurcir ton jugement. Un sourire sombre se forma sur les lèvres d'Henri. Alors il commet la même erreur que toujours, confondre l'amour avec la faiblesse. Est-ce bien cela, Henri? L'amour, pas une distraction momentanée, pas une aventure passagère, mais un véritable amour? Le plus vrai que j'ai jamais ressenti, admit-il, surpris par sa propre certitude. Et c'est pourquoi Vincent n'a aucune chance, parce que pour la première fois, je me bats pour quelque chose de plus important que les affaires ou le pouvoir. Je me bats pour une famille. Sophie observa son frère avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Alors batte-toi intelligemment, parce que Vincent n'a pas de limite, et il vient de transformer cela en une guerre personnelle. Tandis que les frères et sœurs parlaient, Louise courait sur le sable, le cœur battant frénétiquement. Pierre et Madame Cécile étaient encore absorbés par la construction du château, ignorant le danger qui approchait. « Pierre, nous devons y aller »,
appela-t-elle, essayant de garder une voix calme. « Mais maman, nous n'avons pas encore fini. Henri a promis de m'apprendre à faire une catapulte. Il t'apprendra, mon chéri, mais dans un autre endroit. Nous devons faire un voyage. » Pierre fronça les sourcils, sa sensibilité aiguisée captant l'anxiété mal dissimulée de sa mère. C'est à cause de ces gens qui posaient des questions sur papa à l'école. Ils nous ont retrouvés. La question innocente révélait combien Pierre était conscient de la situation, même si Louise essayait de le protéger. Son fils grandissait dans un monde où il avait appris trop tôt que certaines personnes étaient dangereuses, que certaines questions ne devaient pas recevoir de réponse, que parfois il fallait fuir. « Oui, mon chéri. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes en sécurité. Nous devons juste aller dans un endroit encore plus sûr. Comme une mission secrète ?» Le garçon essayait de transformer la peur en aventure, une stratégie de survie qui brisait le cœur de Louise. Exactement, une mission très importante. Tout en aidant Thérèse à ramener Madame Cécile à la maison, la vieille dame à nouveau confuse, demandant répétitivement pourquoi il partait ainsi tôt. Louise sentit une détermination croissante remplacer la panique initiale. Peu importait la puissance de Vincent Aragon, l'influence de sa femme, la compromission de ses contacts au ministère public, elle ne permettrait pas qu'il détruise ce qui restait de l'enfance de Pierre. Le plan de fuite fut organisé avec l'efficacité que seul l'argent et l'influence d'Henri Moreau pouvaient garantir. Au lieu d'une seule voiture qui pourrait être facilement suivie, 3 véhicules identiques quittèrent la propriété simultanément, suivant des routes différentes. Louise, Pierre et Madame Cécile iraient avec Sophie. Henri suivrait dans une autre voiture, créant une distraction délibérée au cas où il serait à surveiller. « Nous nous retrouverons à Chamonix demain », expliqua-t-il, tandis que les voitures étaient chargées à la hâte. Si tout se passe comme prévu, Tournier sera déjà revenu de Pékin avec les nouvelles que nous espérons. « Et si ce n'est pas le cas ?» demanda Louise, incapable de cacher sa crainte. Henri l'étreignit, un geste rare de démonstration publique, d'affection. « Alors j'improvise. C'est ce que je fais depuis que je vous ai rencontré, non ?» Le commentaire arracha un sourire hésitant à Louise. C'était vrai. L'homme qui planifiait chaque détail de ses affaires avec une précision mathématique était entré dans sa vie par impulsion, avait réparé son toit sans contrat formel et depuis lors improvisait un chemin à travers des émotions qui le déroutèrent manifestement autant qu'elle. « Prenez soin de Pierre », demanda Henri à nouveau sérieux. « Et essayez de ne pas regarder la télévision ce soir. Rien de ce que Roger dira n'a d'importance. Le passé ne définit pas qui nous sommes. »« L'avenir n'est pas très clair non plus en ce moment, » répondit-elle, essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne se sentait. « L'avenir ne l'est jamais, » dit-il, embrassant doucement son front. « C'est pourquoi nous devons le construire, brique par brique, comme un château de sable que nous savons que la marée emportera, mais que nous construisons quand même. » La métaphore, à la fois poétique et douloureusement réaliste, résumait parfaitement ce que tous deux ressentaient, la conscience de la fragilité de ce qu'ils essayaient de créer, avec la détermination de le créer malgré tout. Les voitures partirent en séquence, soulevant des nuages de poussière sur la route privée. Sur la banquette arrière du véhicule conduit par Sophie, Pierre regardait par la fenêtre, faisant signe tristement au château de sable abandonné qui serait bientôt englouti par la marée montante. Quelque part entre La Rochelle et Chamonix, alors que le soleil se couchait teintant le ciel de rouge sang, un reportage sensationnaliste était diffusé pour des millions de Français. Un homme à l'apparence contrite, portant l'uniforme gris des prisonniers, regardait directement la caméra avec des yeux calculés de repentir. « Oui, ma belle-sœur savait tout depuis le début », affirmait Roger Mercier, le mensonge coulant facilement de ses lèvres. En fait, c'était son idée d'utiliser la fondation comme couverture. Qui soupçonnerait une veuve avec un jeune enfant? Pendant ce temps, dans une salle de réunion à Pékin, des dirigeants chinois écoutaient attentivement la présentation détaillée de Tournier, l'avocat d'Henri. Des documents passaient de main en main, des graphiques étaient analysés, des chiffres comparés. Et dans un autre point de la ville de Paris, Vincent Aragon célébrait prématurément sa victoire, levant une coupe de champagne vers l'écran, plat où le visage de Roger Mercier remplissait l'écran. « Échec et mat, mon ami », murmura-t-il,
savourant chaque gorgée comme si c'était le goût même de la vengeance. Ce que Vincent ne pouvait pas savoir, c'est qu'à ce moment même de triomphe apparent, les fondations de son propre empire commençaient déjà à s'effondrer. Car tandis qu'il se concentrait sur l'échiquier visible, Henri avait complètement changé le jeu. Et dans ce nouveau jeu, ce n'était pas seulement l'argent ou le pouvoir qui était en jeu, mais quelque chose de beaucoup plus précieux, la chance de recommencer, de construire quelque chose que même les plus féroces tempêtes ne pourraient abattre. La petite auberge aux environs de Chamonix était loin des circuits touristiques traditionnels. Cachée parmi des sapins centenaires, elle offrait le type d'intimité que seul l'anonymat garanti par une propriétaire discrète et le paiement généreux en espèces pouvaient acheter. Sophie avait choisi l'endroit stratégiquement, suffisamment confortable pour accueillir Madame Cécile, suffisamment isolé pour éviter les regards curieux et suffisamment simple pour ne pas éveiller les soupçons. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on s'attendrait à trouver la famille de l'homme le plus riche de Paris. Louise observait la pluie fine par la fenêtre de la chambre qu'elle partageait avec Pierre. Le garçon s'était enfin endormi, épuisé après des heures de questions sans réponse satisfaisante. Pourquoi voyageait-il à nouveau? Quand verrait-il Henri? Pourquoi ne pouvait-il pas regarder la télévision? L'innocence et l'insistance enfantine rendaient chaque question une petite torture pour Louise. « Il dort ?» demanda Sophie, entrant silencieusement dans la chambre avec 2 tasses de thé fumant. Finalement, l'infirmière a réussi à faire dormir maman aussi. Sophie acquiesça, tendant une des tasses à Louise. Thérèse a une façon spéciale avec elle. Maman avait aussi Alzheimer dans ces dernières années, alors elle comprend bien le processus. Les 2 femmes s'assirent, sur la petite véranda couverte, observant la brume qui enveloppait les montagnes. Il y avait quelque chose de réconfortant à être là, loin de la chaleur étouffante du littoral, entouré par la tranquillité des montagnes. « Vous devez me trouver folle », commenta Louise après un long silence. « De m'impliquer avec votre frère, d'entraîner ma famille dans ce chaos. » Sophie sourit, un geste qui rappelait beaucoup celui d'Henri. « Je pense que vous êtes exactement ce dont mon frère avait besoin. Quelqu'un qui le voit comme un homme, pas comme un empire. Nous nous connaissons depuis si peu de temps. Comment puis-je être sûr que ce n'est pas juste une folie temporaire, une réaction à des moments de crise? Croyez-moi, si c'était seulement cela, je serais la première à intervenir. Henri peut sembler être un homme dur, mais émotionnellement, Sophie hésita, choisissant ses mots. Disons qu'il a enterré beaucoup de choses au fil des ans. Il s'est tellement concentré sur la construction de l'Empire qu'il a oublié de construire une vie. Et vous pensez que je peux faire partie de cette vie? Une veuve de banlieue avec un fils de 10 ans et une mère malade? Avec un passé qui inclut un beau-frère criminel? Je pense que vous en faites déjà partie. La seule question est de savoir si vous voulez continuer à en faire partie. Sophie posa la tasse vide sur la table rustique. Vous l'aimez? La question directe prit Louise par surprise. C'était une question qu'elle-même évitait de se poser, craignant la réponse, non parce qu'elle ne savait pas, mais parce qu'elle savait très bien. Oui, admit-elle finalement, la voix presque un murmure, et cela me terrifie. L'amour le devrait. S'il ne terrifie pas, ce n'est probablement pas de l'amour véritable. Un mouvement dans les ombres du jardin interrompit la conversation. Les 2 femmes se raidirent instantanément. Alertis. Sophie se leva silencieusement, la main glissant dans son sac où Louise savait qu'elle portait une arme. Un détail inquiétant qui révélait combien la situation était réellement dangereuse. La tension se dissipa quand une silhouette familière émergea de l'obscurité. Henri, trempé par la pluie, semblait épuisé mais déterminé. « Désolé pour l'entrée dramatique, dit-il, montant les marches de la véranda. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas utiliser l'entrée principale. » Sophie embrassa brièvement son frère avant de se retirer dans la chambre. « Je vais vérifier si tout est sûr dehors. Vous devez parler. » Quand ils furent seuls, Henri s'approcha de Louise avec une hésitation inhabituelle dans ses mouvements. Il semblait plus vieux, les lignes d'inquiétude sur son visage plus profondes, sous la douce lumière de la véranda. « Vous avez vu ?» demanda-t-il simplement. Louise secoua la tête. Sophie n'a pas permis qu'on allume la télévision, mais ça a dû être mauvais. Pire que ce que nous attendions. Roger vous implique directement, dit que vous avez aidé à tout planifier, que vous avez utilisé votre fils comme bouclier moral. Henri passa la main dans ses cheveux mouillés,
un geste que Louise reconnaissait déjà comme signe de sa frustration. C'est tout mensonge, évidemment. Il est désespéré pour tout accord qui réduirait sa peine. Et Vincent a offert cet accord. À travers des intermédiaires, bien sûr. Rien qui puisse être retracé jusqu'à lui. Louise ferma les yeux, essayant de traiter l'ampleur de ce qu'ils affrontaient. Ce n'était plus seulement un scandale passager, mais une accusation criminelle sérieuse, orchestrée par l'un des hommes les plus puissants du pays. Que se passe-t-il? Maintenant, demanda-t-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. Maintenant, c'est quand nous changeons le jeu. Henri s'assit à côté d'elle, les yeux brillants d'une détermination renouvelée. Tournier est revenu de Pékin. Les Chinois n'ont pas seulement maintenu l'accord, ils ont accepté d'augmenter l'investissement. Même avec le scandale, à cause du scandale, ou plus précisément à cause des preuves que nous avons présentées sur la façon dont Vincent a tout manipulé. Un sourire fatigué mais satisfait se forma sur ses lèvres. Apparemment, les Chinois admirent les adversaires qui savent jouer le long jeu. Ils ont vu en Vincent quelqu'un prêt à sacrifier des principes pour des gains immédiats. En moi, ils ont vu quelqu'un prêt à subir des pertes temporaires pour une victoire durable. C'était une victoire importante, Louise le reconnaissait. Peut-être décisive pour les affaires d'Henri, mais cela résolvait peu de sa situation personnelle, des accusations lancées par Roger, du stigmate qui serait maintenant associé en permanence à son nom, et par extension à celui de Pierre. Comme s'il lisait dans ses pensées, Henri prit ses mains. « Ce n'est que le début, Louise, la partie des affaires. Maintenant vient la partie personnelle, et c'est là que nous avons besoin de votre aide. » « Mon aide ? Que pourrais-je possiblement faire contre des gens comme Vincent et Christine Aragon ? Racontez votre histoire. La vraie histoire, pas la version manipulée que Roger a vendue. » Louise recula, la peur remplaçant momentanément la détermination. « Je ne peux pas apparaître dans les médias. Je ne peux pas exposer Pierre et ma mère de cette façon. » « Pas dans les médias traditionnels, acquiesça Henri. Mais il y a d'autres voies. Tournier a ramené de Pékin plus qu'un simple contrat signé. Il a ramené une journaliste d'investigation qui suit l'affaire depuis des mois. Quelqu'un qui soupçonnait déjà les manipulations de Vincent et avait juste besoin de preuves concrètes. Et vous lui avez donné ces preuves. Nous avons donné. Chaque document, chaque enregistrement, chaque mouvement bancaire suspect. Mais elle a besoin de la pièce finale, votre version des faits. Pas comme la veuve de Charles ou la belle-sœur de Roger, mais comme Louise Mercier, la femme qui a reconstruit une vie à partir des décombres juste pour voir tout menacé à nouveau par des mensonges. La proposition était à la fois terrifiante et libératrice. Pour la première fois depuis que le scandale avait éclaté, Louise entrevoyait un chemin qui n'impliquait pas seulement fuir ou se cacher, un chemin où sa voix serait entendue, où la vérité, sa vérité, pourrait enfin être racontée. « Quand » demanda-t-elle simplement. « Demain. Elle viendra ici, en toute discrétion. Après cela, ce sera une question de jours avant. Que le reportage complet ne soit publié. » Henri hésita, son regard intense cherchant le sien. « Mais j'ai besoin que vous compreniez une chose, Louise. Ceci n'est qu'un chapitre de l'histoire. Ce n'est pas la fin heureuse garantie. » L'honnêteté, crue de cette déclaration, toucha Louise profondément. Ce n'était pas une promesse vide que tout irait bien. Ce n'était pas la garantie arrogante que son pouvoir et son argent pourraient résoudre n'importe quel problème. C'était la reconnaissance humble qu'ils naviguaient en eaux inconnues, un navigant ensemble, sans certitude de la destination. « Je n'ai jamais cru aux fins heureuses garanties, » répondit-elle, trouvant de façon inattendue de la force dans sa propre voix. « Je crois aux personnes qui restent, même quand il serait plus facile de partir, qui construisent, même en sachant que tout peut s'effondrer à nouveau. » Henri l'observa avec un mélange d'admiration et quelque chose de plus profond, plus vulnérable. « C'est exactement ce que j'ai vu en vous dès le premier jour, ce courage tranquille, cette force qui n'a pas besoin de s'annoncer. » Il l'embrassa alors, un baiser différent des précédents, non pas chargé de passion réprimée ou de soulagement momentané, mais d'une compréhension silencieuse, d'une promesse implicite. Ils étaient dans cette situation ensemble. Peu importe le résultat. Quand ils se séparèrent, Louise remarqua quelque chose de différent dans le regard d'Henri. Une légèreté qui n'était pas là avant, comme si une décision importante avait été prise.
Qu'y a-t-il ? Demanda-t-elle. Je viens de réaliser quelque chose que je reporte d'admettre à moi-même. Et qu'est-ce que ce serait ? Henri sourit, un sourire sincère qui illumina son visage épuisé. Que je ne me bats pas pour sauver l'entreprise, ou ma réputation, ou pour vaincre Vincent. Je me bats pour nous, pour une chance de construire quelque chose qui n'est pas fait de béton et d'acier, mais de vérité et de confiance. Une famille, Louise, notre famille. Les mots flottèrent entre eux comme une promesse délicate et précieuse. Ce n'était pas une proposition formelle, ce n'était pas une déclaration grandiose, mais c'était réel. Aussi réel que le toit qu'il avait réparé ce premier jour, aussi tangible que les mains qui tenaient maintenant les siennes. Dehors, la pluie s'intensifiait, le vent fouettant les arbres centenaires. Mais là, sur cette petite véranda, deux personnes qui avaient connu leur propre tempête personnelle trouvaient un moment de calme parfait. « Notre famille », répéta Louise, testant les mots, sentant leur poids et leurs promesses. « J'aime comme ça sonne. » Ni l'un ni l'autre n'avaient d'illusions sur le chemin à venir. Il y aurait plus de tempêtes, plus de batailles, plus de moments où le sol semblerait disparaître sous leurs pieds. Mais pour la première fois depuis que tout avait commencé, Louise ressentait quelque chose qu'elle avait oublié, l'espoir. Non pas l'espoir naïf des contes de fées, mais l'espoir réaliste de quelqu'un qui avait déjà survécu au pire et découvert qu'il y avait encore de la force pour continuer. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans son luxueux appartement, Vincent Aragon regardait le reportage qu'il avait orchestré être répété dans les journaux du soir. Le sourire sur son visage disparut lentement en recevant un appel de son contact dans la banque d'investissement chinoise. Comment ça, ils ont augmenté l'investissement? Après tout ce que j'ai montré sur Henri, la réponse de l'autre côté de la ligne fit son visage pâlir progressivement. Alors qu'il célébrait sa victoire apparente, le véritable jeu avait été décidé sur un autre échiquier, sur un autre continent, avec des règles qu'il ne connaissait pas. Vincent raccrocha d'une main tremblante, la réalité de sa situation le frappant enfin de plein fouet. Ce n'était pas Henri qui était acculé, c'était lui. La tempête venait juste de commencer, et pour la première fois, Vincent Aragon doutait sérieusement de sa capacité à y survivre. Le matin à Chamonix se leva avec un brouillard épais qui enveloppait les montagnes comme un manteau protecteur. Pour les touristes qui remplissaient la ville les week-ends, c'était juste un phénomène climatique enchanteur. Pour Louise, cela semblait un présage, le calme avant la tempête. Dans la petite salle de l'auberge préparée pour la réunion, Louise attendait anxieusement. Henri était sorti tôt pour aller chercher la journaliste au point de rendez-vous convenu, laissant Sophie responsable de la sécurité de l'auberge. Une précaution qui aurait semblé exagérée auparavant, mais que Louise comprenait maintenant, être nécessaire. « Vous êtes sûr de vouloir faire cela seule ?» demanda Sophie, arrangeant discrètement les tasses de café sur la table rustique. « Je peux rester si vous préférez. »« Je dois le faire par moi-même, » répondit Louise, reconnaissante pour l'offre mais déterminée. « Si je vais raconter mon histoire, je dois trouver les mots seuls. » Pierre était resté en compagnie de Thérèse et Madame Cécile, impliqués dans un jeu de société complexe qu'Henri avait apporté la veille, une distraction stratégique pour le garder occupé pendant l'interview. Quand la porte s'ouvrit, enfin, Louise s'attendait à voir Henri avec une journaliste d'apparence professionnelle, peut-être une étrangère. Au lieu de cela, elle fut accueillie par une femme française dans la cinquantaine, cheveux gris coupés courts, yeux perspicaces derrière des lunettes simples. « Louise, voici Claire Dupont », présenta Henri. L'une des journalistes d'investigation, celle les plus respectées du pays. Le nom éveilla immédiatement la reconnaissance chez Louise. Claire Dupont était connue pour ses reportages implacables sur la corruption et les abus de pouvoir, lauréate de prix internationaux et notoire pour son intégrité incontestable. « Madame Mercier », la journaliste tendit la main pour une poignée ferme. « Je vous remercie d'avoir accepté cette conversation. Je sais que ce ne doit pas être facile. » Il y avait quelque chose dans la présence directe et sans prétention de la femme qui calma une partie de l'anxiété de Louise. Ce n'était pas une reporter sensationnaliste en quête de scandale, mais une professionnelle dédiée à la vérité, indépendamment d'où elle menait. Henri échangea un regard significatif avec Louise. « Je vais vous laisser seule. Je serai dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit. »
Quand la porte se referma, Claire sortit un petit enregistreur de son sac. « Si vous me permettez, j'aimerais enregistrer notre conversation, juste pour garantir la précision des citations. » Louise acquiesça, ses mains serrant instinctivement la tasse de café, comme si elle cherchait chaleur et réconfort dans l'objet. « Par où commençons-nous » demanda-t-elle, sa voix trahissant sa nervosité. « Par le début » répondit Claire simplement. « Pas par le début que les autres racontent, le scandale, l'emprisonnement de votre beau-frère, les accusations, mais par votre début. Qui est Louise Mercier ?» La question, si directe et en même temps si profonde, permit à Louise de trouver enfin sa voix. Elle commença avec hésitation, décrivant son enfance dans une petite ville de Provence, le déménagement à Paris à la recherche d'opportunités, la rencontre avec Charles pendant les études universitaires qu'elle n'avait jamais terminées. Peu à peu, l'histoire coulait plus librement. Le mariage jeune, les rêves partagés, la naissance de Pierre, la joie qui semblait complète jusqu'à ce que les premiers signes de problème commencent à apparaître. « Charles a changé », expliqua Louise, la vieille douleur encore palpable dans sa voix. Il a commencé à travailler avec son frère Roger, qui a toujours eu cette ambition démesurée. Soudain, il y avait de l'argent qui n'avait pas de sens, des cadeaux coûteux, des promesses d'une vie qui ne correspondait pas au salaire d'un professeur d'université. « Et vous n'avez jamais questionné ?» demanda Claire, sans jugement dans la voix, juste une recherche de compréhension. « J'ai questionné. Plusieurs fois. Charles disait toujours que Roger avait des contacts, qu'il faisait des consultations. Je soupçonnais, mais... » Louise hésita, confrontant une vérité douloureuse qu'elle admettait rarement à elle-même. Une partie de moi ne voulait pas savoir. C'était confortable de croire aux explications, d'accepter les cadeaux, de planifier des voyages qui auraient été impossibles auparavant. L'admission de sa propre complicité passive était libératrice d'une façon que Louise n'attendait pas. Elle ne se peignait pas comme une victime innocente, mais comme un être humain complexe, qui avait commis des erreurs, qui avait fait des choix discutables, qui parfois préférait l'ignorance confortable à la vérité perturbante. « Quand avez-vous découvert la vérité ?» La voix de Claire était douce mais insistante. Le jour où Charles a décidé de la découvrir aussi. Louise respira profondément, se préparant à raconter la partie la plus douloureuse. Il a trouvé des documents dans le bureau de Roger. La preuve que l'argent venait de la Fondation d'aide aux enfants atteints de cancer, où Roger était directeur financier. Charles m'a appelé, désespéré, disant qu'il allait confronter son frère, qu'il devait faire ce qui était juste. Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Louise, tandis qu'elle relatait les événements de cette nuit fatidique. Comment Charles était parti précipitamment, comment la police était apparue des heures plus tard, comment elle avait reçu la nouvelle que son mari avait perdu le contrôle de la voiture dans un virage serré, fuyant un contrôle de police. Un jour j'étais épouse, le lendemain veuve. En un jour nous vivions confortablement, le lendemain tous les biens étaient bloqués pour suspicion d'origine illicite. En un jour Pierre avait un père héros, le lendemain je devais expliquer à un enfant de 5 ans que son père ne reviendrait jamais. Et Roger ? Il a été arrêté quelques semaines plus tard. L'enquête sur le détournement de fonds de la Fondation était déjà en cours. Les documents que Charles avait trouvés n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Louise sécha ses larmes avec détermination. J'ai été enquêté aussi, bien sûr, mais il n'y a jamais eu de preuve de mon implication parce qu'il n'y avait pas d'implication, juste une ignorance commode qui a coûté très cher. Claire prenait des notes occasionnelles, mais gardait son regard fixé sur Louise, démontrant qu'elle écoutait vraiment, qu'elle se souciait vraiment de cette histoire. Qu'est-il arrivé après l'arrestation de Roger? J'ai tout reconstruit. À partir de zéro. J'ai déménagé dans un quartier où personne ne me connaissait. J'ai recommencé à utiliser mon nom de jeune fille. J'ai trouvé un emploi administratif dans une clinique médicale. La maison de mon père, où nous vivons jusqu'à récemment, était la seule chose qui n'était pas au nom de Charles. C'est pourquoi elle n'a pas été saisie. Et toutes ces années, vous avez gardé vos distances avec Roger? Totalement. J'ai interdit toute mention de son nom dans ma maison. Pierre a grandi en sachant que son père était mort dans un accident, rien de plus. Ma mère, qui montrait déjà des signes d'Alzheimer à l'époque, a heureusement oublié une grande partie du traumatisme. Louise fit une pause, réfléchissant. Je pensais avoir enterré ce passé pour toujours, jusqu'à ce que vous rencontriez Henri Moreau.
Un petit sourire involontaire apparut sur les lèvres de Louise, jusqu'à ce qu'un billet désespéré à propos d'un toit cassé attire le milliardaire le plus improbable à ma porte. Ça ressemble à un scénario de film, n'est-ce pas? La vie dépasse souvent la fiction, commenta Claire, lui rendant son sourire. Et maintenant, Roger réapparaît, avec de nouvelles. Accusations contre vous, pourquoi? Après tant de temps? L'argent, probablement, ou une sorte d'avantage pénitentiaire. Roger a toujours été adaptable aux circonstances. Louise hésita, réfléchissant. Mais le timing n'est pas une coïncidence. Quelqu'un l'a cherché spécifiquement, a offert quelque chose en échange de ses mensonges. Vincent Aragon, conclut Claire, non pas comme une question, mais comme une constatation. Je n'ai pas de preuve de cela. J'en ai, répondit la journaliste, ouvrant un dossier qu'elle avait apporté. Registre de visite à la prison, transfert bancaire vers le compte de l'ex-femme de Roger, email intercepté, entre des assistants de Christine Aragon et des producteurs de l'émission qui a diffusé l'interview. Elle fit une pause, observant la réaction de Louise. Cela fait partie d'une enquête plus large que je mène depuis près d'1 an, sur la façon dont Vincent a manipulé non seulement le scandale qui a éloigné Henri de l'entreprise, mais divers autres événements pour consolider son pouvoir. L'ampleur de la conspiration laissa Louise momentanément sans voix. Ce n'était pas seulement à propos d'elle ou d'Henri. C'était un schéma systématique de manipulation et d'abus de pouvoir qui affectait d'innombrables vies. Pourquoi me racontez-vous cela? Pourquoi vous souciez-vous de mon histoire en particulier? Claire ferma le dossier, son regard s'intensifiant. Parce que votre histoire humanise ce qui serait autrement juste un scandale corporatif de plus. Elle montre le coût humain des ambitions démesurées, des mensonges commodes, des raccourcis éthiques. Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Et parce que des histoires comme la vôtre, de chute et de reconstruction, d'erreur et de rédemption, sont le type d'histoire que nous avons besoin d'entendre en des temps où tout semble jetable, y compris la vérité. L'interview continua pendant 2 heures de plus. Louise partagea des détails qu'elle n'avait jamais verbalisés pour personne, pas même pour Henri. Elle parla de la culpabilité qu'elle portait, de la peur constante que Pierre découvre la vérité de la pire manière possible, de comment elle avait construit des murs si hauts autour d'elle qu'elle avait presque oublié ce que c'était de laisser quelqu'un entrer. Quand elles eurent finalement terminé, Louise se sentait étrangement légère, comme si un poids qu'elle portait depuis des années avait été partiellement allégé, simplement en étant reconnue, nommée, partagée. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle, tandis que Claire rangeait l'enregistreur et ses notes. « Maintenant, j'écris, l'histoire complète, pas seulement votre partie, mais tout le système. Comment Vincent a utilisé le scandale original pour écarter Henri? Comment il a manipulé les preuves? Comment il a orchestré votre chute publique pour prendre le contrôle de projets milliardaires? Et quand sera-t-elle publiée? Dans 3 jours, simultanément dans plusieurs médias internationaux pour éviter toute tentative de suppression. » Claire se leva, tendant la main pour un adieu. « Madame Mercier, Louise, je ne peux pas promettre que cela résoudra tous vos problèmes. La vérité est rarement aussi puissante que nous le souhaiterions. Mais je peux promettre que votre voix sera entendue, que votre histoire sera racontée avec honnêteté et respect. » Canty. La journaliste sortit, Henri entra immédiatement, le visage tendu d'inquiétude. « Comment ça s'est passé ?»« Libérateur, » répondit Louise simplement, « et terrifiant. » Il s'assit à côté d'elle, tenant ses mains. « Vous êtes sûr de vouloir continuer? Nous pouvons encore reculer, chercher une autre voie. » « Quelle autre? Voie Henri? Continuer à fuir? Laisser Roger et Vincent raconter leur version déformée sans contestation? » Louise secoua la tête, déterminée. « Non, j'ai assez fui. Pierre mérite une mère qui affronte la vérité, pas qui s'en cache. » Avant qu'Henri ne puisse répondre, Sophie fit irruption dans la salle, le visage pâle d'inquiétude. « Nous avons un problème, un gros problème. »« Que se passe-t-il » demanda Henri, instantanément alerte. Le juge Mendez vient d'émettre un mandat d'arrêt préventif contre Louise. Accusation de complicité dans les détournements de la fondation et obstruction à la justice. Le monde sembla ralentir autour de Louise. Arrestation. Le mot résonnait dans son esprit comme un cauchemar devenu réalité. Pas seulement la honte publique, pas seulement les accusations sans fondement, mais la séparation physique de Pierre, de sa mère,
de tout ce qu'elle avait lutté pour protéger. « C'est ridicule !» protesta Henri, la voix tendue de colère. « Il n'y a aucune preuve. C'est clairement de la persécution. » Le point. Juge Mendes est un ami personnel de Vincent, expliqua Sophie. Le mandat a été émis exclusivement sur la base du témoignage de Roger, sans aucune corroboration supplémentaire. Combien de temps avons-nous ? Demanda Louise, surprenant. Les deux autres par son calme apparent. Le mandat a été émis il y a 1 heure. Si Vincent sait où nous sommes, la police peut arriver à tout moment. Henri prit son téléphone, composant rapidement un numéro. Tournier, nous avons besoin de l'hélicoptère, maintenant. Et contactez Ribeiro, nous avons besoin d'une injonction urgente annulant le mandat d'arrêt. Tandis qu'il organisait la fuite, Louise restait étrangement calme, une tempête intérieure contrastant avec son apparence externe impassible. Toute sa vie adulte avait été définie par des fuites, de la vérité, du passé, des conséquences. Et maintenant, alors qu'elle avait finalement décidé d'affronter tout cela, la réalité la forçait à fuir à nouveau. « Non », dit-elle finalement, avec une clarté qui la surprit elle-même. « Je ne vais pas fuir. » Henri interrompit son appel, la regardant comme si elle avait perdu la raison. « Louise, ce n'est pas le moment pour l'héroïsme. Nous parlons d'arrestation. Nous parlons de ma vie, Henri, de mes choix. » Elle se leva, une dignité silencieuse émanant de son être. « Si je fuis maintenant, je confirmerai tous les mensonges de Roger. J'enseignerai à Pierre que quand les choses deviennent difficiles, nous fuyons. Je ne peux pas faire ça, plus maintenant. Je pensais que nous avions convenu de lutter ensemble, argumenta-t-il, l'inquiétude évidente dans chaque trait de son visage. Et nous le ferons. Mais cette fois, nous lutterons de la bonne manière. Louise s'approcha, touchant doucement son visage. Vous m'avez appris cela, vous savez, que parfois, affronter la tempête est plus courageux que la fuir. Sophie observait l'interaction avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Que proposez-vous alors? Je vais me présenter volontairement. Avec un avocat présent, bien sûr, je vais contester les accusations par les voies légales appropriées, tandis que Claire publie son article. Je vais montrer à Pierre que sa mère n'a rien à cacher, rien à craindre. Le silence qui suivit était chargé d'émotions contradictoires. Henri luttait clairement entre l'instinct de la protéger à tout prix et le respect pour son autonomie, pour son courage. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il finalement, la voix presque un murmure. « Non », admit Louise avec un petit sourire. « Je suis absolument terrifié. Mais parfois le chemin juste est celui qui nous effraie le plus. » Henri l'observa longuement, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Non pas comme quelqu'un à sauver, non pas comme une cause à défendre, mais comme une égale, une partenaire, une compagne de lutte qui avait sa propre force, ses propres convictions. « Je t'aime », dit-il simplement, les mots s'échappant, avant qu'il ne puisse les retenir. Plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un. Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Louise. Ce n'étaient pas des larmes de peur ou de tristesse, mais d'un type particulier de joie, la joie d'être vraiment vue, vraiment comprise. « Je t'aime aussi », répondit-elle. « C'est pourquoi je dois faire cela. Pour nous, pour l'avenir que nous voulons construire. » Tandis que Sophie quittait discrètement la salle pour leur donner de l'intimité, Henri attira Louise dans une étreinte serrée, comme s'il essayait d'imprimer la sensation d'elle dans sa mémoire, au cas où il serait sans réparer. « Si c'est ce que tu veux, faisons-le correctement, dit-il finalement, avec le meilleur avocat criminel du pays, avec une stratégie médiatique coordonnée avec la publication de Claire, avec tout le soutien que nous pourrons rassembler. » « Et Pierre ?» demanda Louise, la seule vulnérabilité réelle dans sa détermination. « Il reste avec moi et Sophie, protégée, aimée, attendant que sa mère revienne plus forte que jamais. » Dehors, le brouillard commençait à se dissiper, révélant graduellement le contour majestueux des montagnes. Comme un présage, le soleil lançait des rayons à travers, les nuages en retraite, illuminant des parties de la vallée tandis que d'autres restaient dans l'ombre. Louise savait que les jours à venir seraient les plus difficiles de sa vie, qu'il y aurait des moments où elle questionnerait cette décision, où le manque de Pierre serait presque insupportable, où les murs de la cellule sembleraient se refermer sur elle. Mais elle savait aussi, avec une certitude qui venait du plus profond de son être, que c'était le seul choix possible si elle voulait vraiment reconstruire. Pas seulement un toit, pas seulement une vie, mais un avenir entier. Un pas à la fois, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour Henri, comme construire une maison ou reconstruire une vie.
compléta-t-il, scellant la promesse d'un baiser. Pendant ce temps, à Paris, Vincent Aragon recevait la nouvelle de l'ordre d'arrestation avec un sourire satisfait. Dans son arrogance, il croyait avoir gagné la bataille finale. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, l'article de Claire Dupont était en cours de finalisation, chaque mot soigneusement choisi, comme un clou dans le cercueil de ses ambitions, et que Louise Mercier, la femme qu'il avait jugée n'être qu'un pion sacrifiable, avait décidé de se transformer en la joueuse la plus puissante de l'échiquier, celle qui n'a pas peur de perdre parce qu'elle a déjà découvert ce qui importe. Vraiment de gagner. La détention préventive de Louise Mercier était une construction stérile, aseptisée et froide, comme toute institution conçue pour contenir plutôt que pour accueillir. Mais si ses créateurs prétendaient que ces murs gris brisent l'esprit de ceux qui y habitaient, ils avaient échoué dramatiquement dans le cas de Louise. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa présentation volontaire aux autorités. 3 jours de procédures bureaucratiques, de reporters avides de photos sensationnelles, de questions sans fin de commissaires et de procureurs. Malgré l'usure évidente sur son visage, une dignité silencieuse l'accompagnait, un fait qui n'était pas passé inaperçu des caméras qui avaient enregistré son entrée au commissariat. « Madame Mercier, votre audience de détention est fixée pour cet après-midi », informa maître Rachel Silver, l'avocate pénaliste qu'Henri avait engagée. L'une des plus respectées du pays, connue pour son intelligence acérée et son éthique inébranlable. « Je suis confiante que nous pourrons annuler cette détention préventive. Elle est clairement disproportionnée et manque de fondement juridique solide. » Louise acquiesça, reconnaissante pour la compétence et l'optimisme de l'avocate, mais consciente que le mérite juridique ne prévalait pas toujours sur les influences puissantes. « Des nouvelles de Pierre ?» demanda-t-elle, l'inquiétude maternelle surpassant temporairement toute préoccupation concernant son propre sort. Henri dit qu'il va bien, s'adaptant aux circonstances avec une résilience impressionnante. Sophie est merveilleuse avec lui. Rachel hésita, choisissant clairement ses prochains mots avec soin. Et il demande après vous, bien sûr. Veut savoir quand vous rentrerez à la maison. La mention de maison fit réfléchir Louise sur la façon dont ce concept s'était transformé ces dernières semaines. Ce n'était plus seulement la petite maison au coin des fleurs, avec son toit nouvellement réparé. C'était quelque chose de plus abstrait et simultanément plus concret. Où que Pierre, Madame Cécile et maintenant Henri se trouvent. Et le reportage de Claire? A-t-il été publié? Un sourire discret se forma sur les lèvres de l'avocate. Il est sorti ce matin, simultanément dans 3 médias internationaux et rapidement repris par tous les portails nationaux. Et il est dévastateur, Louise. Pour Vincent, pour le juge Mendes, pour tous ceux impliqués dans la conspiration. Claire n'a pas laissé pierre sur pierre. Documents, témoins, chronologie détaillée de chaque manipulation. Rachel ouvrit son dossier, révélant des copies imprimées du reportage. Mais le plus impactant est votre histoire. La façon dont Claire l'a racontée a humanisé toute l'affaire. Vous n'êtes plus la veuve de l'affaire Mercier ou la nouvelle petite amie du milliardaire. Vous êtes Louise, une femme réelle avec des défauts et des forces qui a pris des décisions difficiles pour protéger son fils. Louise feuilleta les pages, son cœur s'accélérant en voyant sa propre vie disséquée en paragraphes soigneusement construits. C'était étrange et simultanément libérateur de voir son histoire racontée avec tant d'honnêteté, non pas comme une victime innocente, non pas comme une complice dissimulée, mais comme un être humain complexe naviguant dans des circonstances extraordinairement difficiles. Comment est la réaction? Explosive. Les réseaux sociaux sont en ébullition. Louise innocente et Vincent corrompu sont parmi les sujets les plus commentés depuis l'aube. Plusieurs parlementaires demandent déjà une enquête sur le juge Mendes et la Fondation pour les enfants atteints de cancer a publié un communiqué officiel se distançant des déclarations de Roger et exprimant sa solidarité envers vous. La nouvelle amena le premier sourire sincère aux lèvres de Louise depuis son arrestation. Non pas pour la vengeance contre Vincent, non pas pour la validation publique, mais pour le simple soulagement que la vérité, sa vérité, soit enfin entendue. Cela change-t-il les choses pour l'audience d'aujourd'hui? Considérablement. Rachel rangea les documents dans son dossier. Le juge assigné est Paul Lafont, connu pour son indépendance. Il aura lu l'article de Claire,
tout Paris l'a lu. De plus, nous avons reçu des déclarations de soutien de plusieurs personnalités influentes, y compris le directeur actuel de la Fondation pour les enfants atteints de cancer. Louise digéra l'information, essayant de ne pas se laisser emporter par un optimisme prématuré. Elle avait appris à ses dépens que les marées pouvaient tourner rapidement, que les victoires apparentes pouvaient cacher des défaites imminentes. Et Roger, le visage de Rachel se durcit légèrement. Il rétracte déjà certaines de ses déclarations, prétendant avoir été mal compris ou citées hors contexte. Nous pensons qu'il fait face à une enquête interne de l'administration pénitentiaire pour avoir menti sous serment. C'était une petite victoire, mais significative. Roger avait toujours été un opportuniste, tournant sa voile selon le vent. Si même lui commençait à abandonner le navire, cela signifiait que la tempête médiatique tournait définitivement contre Vincent. Et Henri, demanda-t-elle, incapable de masquer plus longtemps l'inquiétude pour l'homme qui était devenu si rapidement le centre de son monde. En mode guerre totale, répondit Rachel avec un petit sourire. Je n'ai jamais vu quelqu'un mobiliser tant de ressources si rapidement. Avocat, expert médiatique, enquêteur privé, lobbyiste, il a même réussi à obtenir une lettre de soutien signée par une douzaine de PDG du CAC 40, condamnant l'utilisation du système judiciaire pour des vendettas personnels. La description fit naître un mélange d'émotions chez Louise. D'un côté, elle était profondément touchée par l'ampleur de l'effort qu'Henri déployait pour elle. De l'autre, elle ressentait une légère appréhension face à ce rappel de son immense pouvoir et influence, un monde auquel elle n'appartenait pas, dont elle ne connaissait pas les règles. « J'espère qu'il n'en fait pas trop », murmura-t-elle. « Je ne voudrais pas qu'il compromette tout ce qu'il a reconstruit juste pour moi. » Rachel l'observa avec une expression curieuse. « Vous savez ce qui est remarquable avec vous, Louise? Après tout ce que vous avez traversé, votre préoccupation est encore pour les autres, pour Pierre, pour votre mère, pour Henri. C'est exactement pourquoi l'article de Claire est si puissant. Les gens peuvent sentir cette authenticité. » Avant que Louise ne puisse répondre, la porte de la petite salle de consultation s'ouvrit. Un officier judiciaire apparut, l'expression neutre, mais le ton respectueux. « Madame Mercier, maître Silver, le juge Lafont souhaite vous voir dans son bureau. » Avant l'audience formelle, Rachel et Louise échangèrent un regard surpris. Une convocation dans le bureau d'un juge avant une audience était inhabituelle, soit très bon signe, soit très mauvais. « Nous vous suivons », répondit Rachel, rassemblant rapidement ses documents. Le bureau du juge Lafont était austère mais élégant, reflétant la personnalité de son occupant. Un homme dans la soixantaine, aux cheveux gris et aux yeux vifs derrière des lunettes à monture fine, il se leva poliment à leur entrée. « Madame Mercier, maître Silver, merci d'avoir répondu si promptement. Veuillez vous asseoir. » Louise s'assit, les mains légèrement tremblantes malgré sa détermination à paraître composée. C'était surréaliste d'être là, face à cet homme qui tenait littéralement son avenir immédiat entre ses mains. « J'ai pris la liberté de convoquer également le procureur », continua le juge, indiquant d'un geste un homme sévère assis, dans un coin du bureau. « Monsieur Béchard, voudriez-vous expliquer la position actuelle du parquet concernant ce cas ?» Le procureur se racla la gorge, clairement mal à l'aise. « Après examen des nouvelles informations venues à notre connaissance, ce matin, le parquet a décidé de retirer sa demande de détention préventive contre Madame Mercier. Nous reconnaissons que les allégations initiales reposaient principalement sur le témoignage de Monsieur Roger Mercier, dont la crédibilité est maintenant sérieusement remise en question. » Louise sentit une vague de soulagement la submerger, si intense qu'elle dut lutter pour ne pas s'effondrer sur place. À côté d'elle, Rachel restait professionnellement composée, mais un léger serrement de main sous la table communiqua sa satisfaction. « Je vois, » dit le juge Lafont, son expression impassible. « Et qu'en est-il des charges sous-jacentes? Sont-elles également abandonnées ?»« Pas officiellement à ce stade, votre honneur, » répondit le procureur. « Nous souhaitons poursuivre certaines investigations, mais nous ne nous opposerons pas à la libération immédiate de Madame Mercier. » Le juge se tourna vers Louise, la regardant directement pour la première fois. Ses yeux étaient pénétrants, mais pas sans compassion. « Madame Mercier, avez-vous quelque chose à ajouter avant que je ne rende ma décision ?» Louise hésita,
surprise par cette opportunité inattendue de s'exprimer. Rachel lui fit un léger signe d'encouragement. « Monsieur le juge, commença-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible, je me suis présentée volontairement aux autorités parce que je crois en la justice, même quand. Elle peut sembler imparfaite ou manipulable. Je n'ai rien à cacher. Mon seul crime a peut-être été de fermer les yeux trop longtemps sur des vérités inconfortables, mais je refuse de continuer à vivre dans l'ombre des actions d'autres. Personne. Mon fils mérite une mère qui affronte la vérité, pas qui la fuit. » Un silence respectueux suivit ces paroles. Le juge Lafont l'étudia un moment, puis acquiesça légèrement. « J'apprécie votre franchise, Madame Mercier. Elle correspond à l'impression que j'ai eue en lisant vos déclarations publiées ce matin. » Il se tourna vers son greffier. « Veuillez noter que je rejette la demande de détention préventive et ordonne la libération immédiate de Madame Louise Mercier. » Les obligations de se présenter régulièrement aux autorités et de ne pas quitter le territoire sont maintenues jusqu'à résolution complète de cette affaire. Se tournant à nouveau vers Louise, il ajouta, avec une note d'humanité perçant son formalisme professionnel, « Madame Mercier, vous êtes libre de rentrer chez vous auprès de votre fils. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Louise comme une mélodie douce après un long silence. Libre, rentrez, chez vous. Pierre. Chaque mot était chargé d'une promesse qui semblait presque trop belle pour être vraie. Alors qu'elle quittait le bureau du juge, Rachel serrait fermement le bras de Louise pour la soutenir, un geste nécessaire car ses jambes menaçaient de céder sous l'effet du soulagement. « Nous avons gagné cette bataille, » murmura l'avocate. « Mais la guerre n'est pas terminée. »« Je sais, » répondit Louise, reprenant progressivement ses esprits, « mais pour la première fois, je crois vraiment que nous pouvons gagner. » À l'extérieur du palais de justice, une surprise attendait Louise. Contrairement à la cohue médiatique qu'elle avait anticipée, il n'y avait qu'une seule voiture, la Bentley noire d'Henri, garée discrètement à l'écart. Et appuyé contre la portière, l'air à la fois anxieux et plein d'espoir, se tenait l'homme lui-même. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la distance, et tout le reste sembla s'effacer. Il n'y avait pas besoin de mots, pas besoin de gestes grandioses. Juste deux personnes qui avaient traversé la tempête et émergeaient enfin vers la lumière. Lorsqu'elle atteignit Henri, il l'enveloppa dans une étreinte qui communiquait tout, ce que les mots ne pouvaient exprimer, le soulagement, la peur qu'il avait endurée, la détermination féroce de ne jamais la laisser affronter de telles épreuves seule à nouveau. « Comment as-tu su ?» demanda-t-elle, sa voix étouffée, contre son épaule. « Je ne savais pas, » admit-il. « J'étais prêt à attendre ici toute la journée s'il le fallait. » Et Pierre, chez Sophie, attendant impatiemment, j'ai pensé que tu voudrais peut-être un moment de tranquillité avant de le retrouver. La considération de ce geste toucha Louise profondément. Henri comprenait, sans qu'elle ait besoin de l'expliquer, qu'elle aurait besoin d'un moment pour se recomposer, pour laisser le masque de force qu'elle avait maintenu ces derniers jours tomber en privé avant de faire face à son fils. « Merci » dit-elle simplement. Ces deux syllabes contenaient toute la gratitude qu'elle ne pouvait exprimer pleinement, non seulement pour ce moment de considération, mais pour tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il continuait à faire. Alors qu'Henri ouvrait la portière, pour elle, Rachel s'approcha pour un dernier mot. « Je vous verrai demain pour discuter des prochaines étapes, » dit l'avocate. « Pour l'instant, profitez de votre liberté retrouvée. » Dans la voiture, alors qu'ils s'éloignaient du palais de justice, un silence confortable s'installa entre eux. Ce n'était pas le silence tendu de personnes qui ne savent pas quoi se dire, mais le silence apaisant de ceux qui n'ont pas besoin de remplir chaque moment de mots. « Où allons-nous » demanda finalement Louise, réalisant qu'elle ne savait même pas où Pierre et sa mère étaient logés. « À ma maison à Neuilly » répondit Henri. « J'espère que ça te convient. C'est plus sécurisé que l'hôtel où nous étions et plus proche pour les rendez-vous juridiques à venir. » Elle acquiesça, reconnaissante pour sa prévoyance. « Et Vincent ?» Un sourire grime apparut sur le visage d'Henri. « Disons qu'il est occupé à éteindre ses propres incendies. L'article de Claire a provoqué une onde de choc dans tout le milieu des affaires. Les investisseurs fuient Aragon Enterprises. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence et j'ai entendu dire que plusieurs enquêtes officielles ont été ouvertes sur ses pratiques commerciales. » Alors c'est fini ? Louise n'osait pas vraiment y croire.
Avec Vincent, jamais complètement.